de faire triompher ce royalisme, j'en ai encore. Et malgré le temps et malgré mon âge, je pense quelquefois quand j'ai une opinion que ça me passera. C'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est la chose même. Alors, si vous avez vu ce titre, vous êtes venu sur un titre, bon, je crois, est-ce que c'est bien le même que vous avez donné le titre? C'est-à-dire, moi, j'avais prévu le seul horizon, le prince chrétien. Voilà, c'est ça. Alors, bien sûr, vous avez pu... Vous devrez bien entendu me poser des questions, parce que je ne vous ai pas préparé de conférence du tout. J'ai jeté quelques notes sur le papier, et je vais vous me poser des questions, ça sera beaucoup plus utile et intéressant. Toutes les questions que vous voudrez, sauf celles qui sont en dehors du sujet. Or, le sujet est quelque chose de très ennuyeux, parce qu'il arrive au meilleur moment et au pire. Il arrive au moment précis où tout le monde s'occupe justement de ce qui n'est pas mon souci. Le prince chrétien, hein, l'horizon politique, le prince chrétien, ça fait quelque chose d'assez bizarre. Beaucoup d'entre vous s'occupent, en effet, d'abord il y en a qui n'ont pas d'horizon du tout. En politique, on pourrait n'avoir pas d'horizon, s'occuper de l'immédiat, du naturel. C'est le cas de la plupart des gens, y compris ceux qui croient avoir un horizon la plupart du temps. Ensuite, politique. On pourrait considérer que la politique, ça n'est pas une histoire d'horizon, d'une part, et puis, on pourrait ne pas s'occuper de politique au sens bien déterminé où nous le prenons. Et alors le prince, il y a d'entre vous quelques-uns peut-être qui ne sont pas royalistes, on trouve quelquefois des gens qui ne sont pas royalistes actuellement, bien que le royalisme soit extrêmement à la mode au point quelquefois que ça fatigue, mais ça c'est le mauvais esprit d'être fatigué par ça, on ne devrait jamais être content. Ben non, on râle. On avait été habitué à ça, râler quand nous trouvons qu'il y a trop de royalisme. L'êtes-vous au moins pour de bonnes raisons, n'est-ce pas? C'est comme les gens en bonne santé, c'est mauvais signe d'être en trop bonne santé, méfiez-vous. Bon, moi je ne trouve pas, je trouve que plus il y a de royalisme, mieux ça vaut, et plus il y a de raisons stupides plus pour l'être, dans celles qu'ils énoncent, à condition qu'elles ne soient pas trop contagieuses, mieux ça marche, et mieux ça va marcher. Et je suis très frappé de la diversité de ces raisons pour être royaliste. Alors chrétien, évidemment, les évêques ça décourage, la hiérarchie ça décourage souvent d'être chrétien, mais il ne faut pas se décourager dans les évêques, il y en a tout plein d'années au portail des cathédrales, depuis que l'Église existe, il y en aura encore, et puis il y en a qui sont ni damnés, ni damnables, il y en a qui... J'ai connu de bons évêques, j'en connais de très bons, il y a même des noms que je ne prononcerai pas ici, que je trouve très bons, mais s'ils les prononçaient, ça serait comme en France, quand on parle de choses sur lesquelles les chrétiens sont d'accord, ou les royalistes sont d'accord, c'est comme dans l'histoire de l'affaire Dreyfus, un repas agréable, des gens ensemble, hop, ils en ont parlé, on les voit sous la table, en train de se mordre le mollet, et dans des situations tout à fait ridicules. Alors, bien entendu, je ne pense pas que vous finissiez comme ça cette séance, surtout si nous ne posons que les questions vraiment importantes qui sont celles-ci. À savoir, eh bien, justement, il s'agit du prince chrétien. Vous savez, nous avons connu, comment est-ce que j'ai connu de régime? J'ai compté tout à l'heure. Ça a donné un drôle de truc, de vrai régime politique depuis que je suis petit. Alors, depuis la chute de la monarchie, je crois qu'il y en a 15 quand même. Et encore, en ne subdivisant pas trop, hein, il y a eu la Révolution, que nous allons glorieusement fêter dans quelques temps, et dans ses débuts, on pouvait s'y tromper. J'ai expliqué ça à l'aspect de la France, je vous ai donné récemment une interview, quel mot horrible, et tiens, vous gueulerez de raison, un entretien à Pierre Puchot, n'est-ce pas? Eh bien, le premier, cette révolution, c'était très bien, ça partait bien, c'était très royaliste, ça l'était encore plus, c'était un truc qui s'est fait surtout pour embêter les curés, d'un côté, c'est comme ça que c'est parti. Pour embêter un peu la noblesse, c'était pas mauvais, puis ça a tourné mal, ça a failli tourner très bien si Mirabeau avait vécu. Évidemment, et Mirabeau est l'auteur méconnu de ce qu'on appelle aujourd'hui, ça s'est appelé, là, c'est pas collaboration, c'est un autre mot, la cohabitation. Je cherchais quoi. Mirabeau avait inventé la cohabitation avec le droit de veto, c'est lui, quand cette histoire a été faite, qui n'était pas plus mauvaise qu'une autre, qui méritait quelquefois d'être défendue, j'ai fait un long article de combat au quotidien où j'ai expliqué que c'est du Mirabeau tout cru, et que si Mirabeau avait vécu, ça aurait très bien marché, parce qu'il y avait une certaine cohabitation. La cohabitation, quand c'est le roi qui fait cohabiter les gens, ça peut n'être pas trop mauvais. Malheureusement, ce n'est pas toujours le roi qui fait cohabiter. Bon, alors, le premier régime, c'est la Révolution, allons vite, hein, si je veux que vous puissiez vraiment me poser des questions. La Révolution. Bon, après il y a eu les petites âneries classiques, le directoire et le consulat, et puis il y a eu l'Empire, nous sommes à 4, et puis il y a eu bien entendu la première restauration, et puis il y a eu les 100 jours, puis il y a eu la seconde restauration, puis il y a eu la monarchie
de Louis-Philippe, à laquelle il faut d'ailleurs rendre hommage pour toutes sortes de raisons. Après, il y a eu, nous sommes à 9, il y a eu, bien entendu, la Seconde République. Après la Seconde République, ça finit toujours comme ça, ça finit toujours en tyrannie, comme on dit. Une tyrannie bien bénigne. Le pauvre Barbichou n'était pas bien méchant quand on regarde après coup. Napoléon III, ça fait 10. Et Napoléon III, il y a eu, si je ne compte pas la Commune comme un régime, et c'est la bonté de compter la République, nous sommes à 11. Et c'est la troisième qui dure, parce que c'était la reine revanche. Hein, pour savoir si on allait faire les Français débattaient s'il fallait faire la guerre ou pas la faire, le dire ou pas le dire, et grâce à ça, ça a fait durer le régime. Alors on arrive à 11-12 à peu près, et puis il y a eu 13, ça doit faire Vichy, ça rend superstitieux d'un certain côté, hein, 14, il y a eu la Troisième République, et puis il y a la quatrième, et puis la cinquième, nous en avons 15 au moins. Bon, il y a de quoi devenir fou, c'est si difficile de vivre. Les médecins savent qu'un régime, si on ne suit pas un peu longtemps, puis un régime, même au sens médical, généralement, ça tue le malade. Mais si vous en suivez plusieurs, n'est-ce pas, ça devient effroyable. Et j'ai dit un régime tue le malade, parce qu'il y a un régime qui est normal, qui est de respirer, pas un médecin. Hein, c'est celui qui est bon. Je vous demande pardon aux médecins qui sont là, je les respecte très profondément. Je les respecte tellement que respecter, c'est regarder à distance, n'est-ce pas? Je les regarde de loin et je ne les vois jamais. Touchons du bois le plus possible. Bon, un seul régime qui est la nature. Il y a un régime politique qui est naturel. Bon, alors c'est très simple. Le prince, nous allons le trouver tout de suite. Il y a des progrès, vous allez le voir. Il y a des progrès et il ne faudrait pas se faire d'illusions sur ces progrès cependant. Notre horizon, c'est le prince. C'est l'horizon de tout le monde, c'est la bonne santé. Et le prince, ça veut dire le premier. Le premier parce qu'il en faut un et que jamais personne, sans l'unité et sans le un, soit cardinal, soit ordinal, n'a réussi à fabriquer la série des nombres. Et peut-être avec l'espèce humaine, c'est encore plus important et plus utile. Alors, il en faut un parce qu'il en faut un, d'abord. C'est un des principes naturels. Alors, ce principe-là, le principe de l'unité, de quelqu'un au sommet d'un régime, ça suppose, pour qu'on puisse se compter, s'équilibrer, se répondre, se parler. Et se répondre, ça suppose le premier et puis les autres ensuite. C'est l'ordination des corps de l'État. C'est la santé d'un pouvoir. Il n'y a jamais eu que deux choses comme ça. Le naturel, c'est ça. C'est qu'il y ait le un. Hein, voilà. Alors, voilà. Aujourd'hui, personne, c'est un fait, c'est le positif de ça, personne n'avoue le régime des partis. Et pense qu'il faudrait, à la place du un au sommet pour ordonner, mettre le plusieurs. La théorie du plusieurs a fait long feu. Hein. Maintenant, fait long feu, vous savez bien que comme les enfants qui sont de plus en plus illettrés ne savent plus que faire long feu, ça veut dire brûler très vite. N'est-ce pas? Ils croient au contraire, alors on ne peut plus employer non plus faire long feu pour la monarchie, et il y a des saboteurs qui voudraient bien que la monarchie fît long feu au sens qui fait contresens. Alors, personne n'avoue plus les partis et le régime des partis. Si vous voulez décrire le désaveu des gens à l'égard du régime des partis, vous verrez que c'est assez hypocrite. Si je les décris en bien, ces désaveux, en prenant par celui qui est en place pour le moment, il désavoue les partis en disant les partis, ça serait bien s'il n'y avait pas moi pour en incarner un sans le dire et pour y ajouter un petit quelque chose à votre bon cœur, messieurs, dames. Je pense que vous avez vu qui se signifie. Et il y en a un autre qui veut faire ce qu'il peut, je l'ai décrit honnêtement, le mieux possible, n'est-ce pas, pas qu'on en parle, mais qui est lié à un grand souvenir et à quelque chose qui est tout de même un parti, ce qui fait sa faiblesse par certains côtés. Il y en a un troisième qui s'est choisi et désigné lui-même et qui n'a que pour qualité majeure que d'avoir endormi un grand nombre de malheureux étudiants qui s'en souviennent encore et que sa propre suffisance a désigné tout seul sans qu'il y ait aucune raison spéciale de se désigner. Ni un exercice parlementaire important, ni un exercice du gouvernement, ni une science de l'économie qui paraît de plus en plus chimérique vu les résultats qui ont été obtenus. Alors en voilà deux, en voilà trois. Il y en a un quatrième qu'on peut décrire comme cherchant en effet à rétablir ou maintenir, nous en parlons beaucoup de cette identité nationale et qui se bat pour cette identité nationale. En le décrivant positivement, il n'y a que ça. Mais il y a peut-être d'autres descriptions qu'on en peut donner et que cette unité, identité nationale, n'est pas tellement gardée à long terme par lui. Alors, je suis persuadé de décevoir un grand nombre d'entre vous en vous disant ça, mais tant mieux s'il le pouvait, si ça dépendait de moi. Tout de suite, s'il pouvait maintenir l'identité nationale sans déchirer l'unité véritable de la nation,
je trouverais ça assez merveilleux. Et puis il y en a un aussi qui est tout en vert, je ne sais pas lequel d'ailleurs, c'est un écologue, on ne le connaît presque plus. Il a l'avantage de ne pas se faire connaître et de presque pas exister. Parmi les candidats qui mettent en cause le régime des partis, et qui sont la preuve vivante qu'ils sont contre, eh bien celui-là peut tenir sa place. Je ne parle pas des communistes, ils se sont mis en dehors de la communauté nationale. Ils auraient pu y revenir, ils ont essayé d'y revenir, mais c'est très difficile pour eux. Alors, tout simplement, ces gens-là n'avouent pas le parti, mais ils ne peuvent dire malgré tout rien d'autre. Et leur opération, tout à l'heure on me demandait pour qui j'allais voter, j'ai dit ça ne vous regarde pas ceux qui me le demandaient, puis peut-être que j'en sais rien moi-même, et peut-être qu'il n'est pas important que je vote, hein, mais probablement j'irai voter pour le moins mauvais si ça sert à quelque chose. Mais il est certain que si je votais, le meilleur, il est évident, c'est celui qui est le premier par la naissance et par l'évidence et par l'ordre. C'est celui dont la fonction même serait de ne pas nous diviser et qui ne dirait pas « je suis indivisible et je ne vous divise pas », mais qui ne pourrait être rien d'autre. S'il n'était pas cela, il ne serait rien. Et c'est le prince, bien sûr. Je vous en reparlerai, ce prince chrétien, mais je le nomme, c'est celui qui a été désigné par son grand-père. Et j'aime moi grand-père moi-même, mais considérant la grand-paternité comme quelque chose d'encore plus important que la paternité, on n'est jamais tout à fait responsable de ce que font les enfants, ni des petits-enfants d'ailleurs. Mais les petits-enfants, c'est tout de même plus plein d'espérance, et ça apporte beaucoup plus. Et on n'a plus d'influence sur eux quand même, à long terme, bien sûr, mais ils sont indépendants aussi. Moi, je crois que le duc de Vendôme, qui est Jean de France, représente exactement. Si je vous ne disais pas ça, vous diriez qu'est-ce que c'est que ce truc. Je sais bien que j'avais une lettre dans ma poche, une lettre de légitimiste qui me propose un prince. Quand je dis le prince chrétien, c'est un prince français, bien sûr. Je suis pas la grenouille qui demande un roi étranger. Et je demande un roi de ma race qui ne soit pas anthropophage. L'étranger risque toujours d'être anthropophage. Avec un roi de votre nation, vous ne le risquez pas. La France a failli être bouffée par des rois espagnols, par des rois anglais, par des rois de partout. Donc tout défenseur d'un roi étranger, nationalité étrangère, vous pensez bien que nous le rejetons. Si nous voulons défendre la nationalité française et l'identité française contre des invasions et des envahissements trop évidents, il faut aussi refuser tout roi étranger. Donc le prince chrétien, c'est le prince chrétien, d'abord à condition qu'il soit français. Français, je ne suis pas de ceux qui récitent le mot en mettant à genoux et en faisant des prières. Français, c'est une nationalité, je crois que c'est la bonne, je ne peux pas jamais trop regretter d'être né français, je suis plutôt content que ce soit comme ça, et d'ailleurs je ne peux pas faire l'expérience du contraire. Bon. Mais cela étant, du moment qu'on est français, on doit chercher, si possible, un prince français. Alors, voilà, il y a, pour cette question du prince, de l'unité. Vous lisez un peu partout que la France, qu'il y a des réactions monarchiques en France et que tout le monde est devenu monarchiste. Ça se dit beaucoup, avec des diverses façons de le devenir. Il est certain que quelqu'un au sommet de l'État fait le sage des Capétiens. Il s'arrange très bien. Après avoir dit le contraire, avoir dit que ce qu'il y avait de monarchie chez De Gaulle, c'était le coup d'État permanent, et nous avoir raconté des tas de trucs très étranges là-dessus, et avoir à certains moments, effectivement, il a redressé sa position. Peut-être qu'en politique étrangère, à certains moments, et c'est en train de mal tourner, il a défendu effectivement l'intérêt national, comme il le devait, mais il n'était pas spécialement, il ne paraissait pas devoir être monarchiste. Et pourtant, on dit qu'il l'avait été quand il était jeune. Et je ne pense pas qu'il pensait beaucoup de mal de Maurras, mais il n'a rien fait non plus. Il n'a rien fait non plus pour Maurras en aucun cas. Donc ce personnage, comme les autres, manifeste la victoire idéologique, j'aime pas le mot idéologique, totale de Charles Maurras dans les idées et la pensée. Au moins sur cela, Charles Maurras a gagné. De l'autre côté, chez les ombres, il peut s'en réjouir et penser qu'il a gagné totalement, raisonnablement, et tout le monde y vient. Et il a gagné pour les raisons qu'il avait prévues par le passé. Alors, on s'arrange pour ne pas parler de Maurras, on s'arrange pour dire qu'on est royaliste, mais pas comme les Maurassiens, pas comme l'Action française, cette horrible Action française à qui on prête des tas de choses. Moi, j'ai la belle-mère d'un de mes fils avait découvert dans sa province que je me servais de chaîne de bicyclette pour rosser les valeureux gauchistes jadis. Elle confondait les époques. Je ne me suis jamais servi de chaîne de bicyclette, ni de canne d'ailleurs, c'est curieux. J'aurais dû. Ou une bonne canne, ça peut faire du bien, mais nous n'aurons pas d'autre vie. En tout cas, les chaînes de bicyclette, c'était pas mon genre. Mais l'Action française est toujours coupable de tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette victoire idéologique de Charles Maurras? Nous pourrions nous interroger, nous entre-interroger, justement, ça serait amusant. D'où ça vient, ça? Sur quel terrain est-ce qu'il a gagné, le vieux, comme on disait quelquefois, hein? Sur quel terrain est-ce qu'il a gagné d'une manière aussi éclatante que personne ne peut même le discuter? J'ai conversé récemment
Je vous pose une question, je n'attends pas votre réponse, c'est pas bien, mais vous me poserez en forme de question. Vous me le direz tout à l'heure. Oui, j'ai rencontré récemment des gens, des démocrates chrétiens, qui avaient connu des vieux, qui avaient connu Marc Sangnier. Combien est-ce qu'il y en a parmi vous qui se souviennent de Marc Sangnier? Ah, il y en a tout de même, c'est comme dans les classes à la Sorbonne, il y en a tout de même 3% qui doivent savoir qui est Marc Sangnier. C'est un vieux bonhomme extrêmement intéressant. D'ailleurs, il était assez fasciste, mais personne ne le sait. Il habillait ses militants, il leur fabriquait des uniformes. Il était terriblement réactionnaire sur des tas de questions, avec des idées généreuses, bien sûr. Mais Sangnier, il avait une idée. Il disait, moi, je serais d'accord avec vous sur tout, mais vous comprenez. Comment pouvez-vous croire que qu'en 1960, je crois qu'il donnait cette date, il y aura encore des ambassadeurs, et il y aura encore des armées, et il y aura encore des militaires. Il reprenait. D'habitude, c'était les bêtas de la laïcité, c'était ce chrétien fervent, cet honnête homme et ce type intelligent trouvait le moyen de dire la même bêtise que le père Hugo. De frontières au ciel, voyez-vous quelque chose, Et puis maintenant, puisqu'il y a des avions qui luttent contre la pesanteur, comment voulez-vous qu'on se flanque sur la gueule à partir de la pesanteur et à partir des avions? Vous êtes complètement rétrograde, mon pauvre ami. Voilà quel était le raisonnement de Marc Sangnier. Et c'est assez curieux que tout d'un coup ce soit de haut, que les obus se soient mis à tomber et que le problème soit en effet maintenant tellement décisif pour le débat des idées et les décisions politiques que ce soit quelque chose comme la bombe atomique. Ah, nous n'aimons pas la bombe atomique, la version française. Nous n'avons jamais été bellicistes. Les bellicistes sont ceux qui ont fait faire la guerre quand nous étions désarmés. Je les ai connus. J'ai lu l'action française dans la période douloureuse. Alors là, j'avais plus 4 ans, entre 1900, non, c'était pas loin, en tout cas entre 1925, où j'avais 9 ans, jusqu'à 1939, j'ai suivi tout le truc. Et j'ai pu d'ailleurs le sortir publiquement, et ça a soufflé toutes sortes d'auditeurs, y compris certains qui étaient des juifs bien nés, comme disait Maurras, et des gens bien d'ailleurs, mais qui étaient très étonnés que c'était comme ça. Le grand texte devant l'Allemagne éternelle, qui date de 1938, Maurras sortait de prison. C'est un texte, il n'y a aucun texte analogue dans la gauche bien pensante. C'est un texte où Maurras expliquait ce que l'Allemagne nazie allait faire. Ce qui allait être fait dans l'ordre racial. Ce qui allait être fait d'ignoble, de dégoûtant quant aux lois humaines et divines. Et c'est Maurras qui l'a fait. C'est pas les gens de gauche. J'ai lu ce texte qui avertissait les Français aussi de ce qui allait les frapper. Et il n'y a rien à répondre. C'était ainsi. Donc nous n'aimions pas la guerre. Nous avons été condamnés, et notre pays a été condamné à la faire et à la perdre, et il y a un point qui est devenu majeur. Alors quand Maurras était en prison, il a trouvé le moyen, à ce moment-là, de réfléchir avec une modernité. C'était vraiment le plus jeune d'entre nous tous, à ce moment-là. Le texte de Maurras, je crois que c'est une lettre à Vincent Toriol, le pauvre Toriol, qui avait bien répondu, qui était très bien avec lui. Un homme gentil, finalement, très gentil. Qu'est-ce que nous avons pu l'insulter? Qu'est-ce que nous avons pu lui dire? Mais quand même, nous avons reconnu qu'il avait eu certaines... C'est très gentil avec Maurras. Il a même libéré sous condition, Maurras d'ailleurs. Mais Maxime aimait bien Vincent Auriol, venait le trouver. Alors Maxime nous racontait ce qu'il avait dit à Auriol. Et alors, la lettre de Maurras à Vincent Auriol, je crois que c'est dans celle-là, il y a eu un autre texte qui dit la même chose, sur le mémorial pour un jeune Français. Il disait que, il disait à ce moment-là, quand il était en prison, en 1900, autour de 1950, il disait il faut que la France ait la bombe atomique, elle est de manière autonome, et qu'elle puisse ainsi écarter le fléau. Et de plus, il voyait très bien que la bombe atomique, on ne peut pas appuyer sur le bouton à plusieurs. Vous vous rendez compte, devant le bouton, c'est deux personnes en période de cohabitation anarchique et non pas de cohabitation archique. C'est deux personnes qui se battent pour avoir pressé le premier sur le bouton, ou pour ne pas presser sur le bouton. Ça serait complètement grotesque et nous serions frais. La bombe atomique, comme telle, est la décision politique supérieure qui exprime la volonté de salut d'une nation, la volonté foncière de s'en tirer. Ça n'est pas possible autrement qu'en monarchie. La monarchie est commandée absolument par la réalité nationale, par les nations qui sont chaque nation doit pouvoir être capable, à la limite, tant pis, on n'a qu'à lui fiche la paix, de faire sauter la planète, n'est-ce pas, plutôt que de se faire détruire. Ça, c'est une loi du bon sens et de la raison. Ça se trouve dans La Fontaine, sous d'autres formes, et ça doit se trouver partout. Le pacifiste dit, mais mourons ensemble, voulez-vous? Eh bien non, une nation a le droit de ne pas mourir. La nation française la France avait le droit
peut-être plus particulièrement que d'autres, de ne pas mourir, mais il est évident qu'un pays qui est décidé à agir et qui a consacré, ordonné son unité dans un système qui est le système monarchique, peut se défendre et peut ainsi obtenir ce que les autres n'obtiennent pas. Il est le personnage dont je vous parle trop, mais enfin on parle tellement de lui, on est obligé. Enfin, je ne pense pas qu'on parlera tellement de lui dans quelques mois. D'ailleurs, sa femme a dit que dans 4 mois, elle serait plus sa femme. Alors il y a de l'espoir. Mais peut-être qu'elle a voulu dire qu'elle allait divorcer. On n'en sait rien. Hein. Bon. En tout cas, ce personnage a dit qu'il fallait que la France eût, dans l'ordre atomique comme dans les autres, une puissance assez significative et forte pour pouvoir être prise au sérieux autant que les empires. Cette lutte, c'est tout de même, quand la vérité vient, tombe non pas de la bouche des enfants, mais tombe de la bouche de vieux farceurs, peut-être, mais de vieux farceurs qui ne sont pas trop bêtes et qui rendent hommage à la vérité. Hein? Il n'y a rien de plus beau qu'un menteur qui rend hommage à la vérité pour son intérêt propre, quand cet intérêt est assez important et assez vaste. Et nous ne pouvons qu'être contents de ces hommages multiformes qui sont rendus par ce personnage, entre autres, à la doctrine de l'Action française. Alors, voilà. Ce qu'il y a, que je voulais aborder maintenant, ça serait peut-être pas le moment, je le réserve peut-être pour un peu après, et vous allez peut-être me poser 1 ou 2 questions si je vous rase un peu trop, et si vous pensez qu'il vaut mieux que vous posiez quelques questions avant la suite. Ma première partie, c'était très bien ordonné, je n'ai pas préparé, mais c'est très bien ordonné, je vous garantis, hein, c'est sûr. Ma première partie, c'est la victoire intellectuelle et politique d'Action française sur un terrain précis. Les nations continueront d'exister, bande d'imbéciles, disait-il à Sorbier, et vous aurez encore des diplomates chamarrés qui font les mêmes crétineries que d'habitude, mais vous aurez tout de même une diplomatie, une armée et les choses qui définissent les États. L'indépendance nationale, cela existe. La réalité nationale est la réalité majeure. Vous vous en apercevrez à votre détriment ou pour votre bienfait. Ça, c'est imbattable. Tout le monde disait, comment est-ce que les nations vont continuer avec le progrès, messieurs, dames? C'est si beau le progrès. Mais les nations n'existeront pas. On mettra tout en commun, ça marchera tout seul, comme on voit si bien qu'en période de paix, nous partageons nos fortunes, nous donnons tout à notre prochain, il faut qu'on nous empêche de donner tout à notre prochain. Voilà quelle était la doctrine en cours. Maurras avait dit non et avait réussi à dire non. Bref, je voulais dans une première partie vous dire que Maurras avait eu raison parce que les nations continuaient d'exister. Mais il le savait, il savait comment ça se produirait. Alors, bien sûr, avec cette victoire maurassienne, il y a des illusions qui font que peut-être la nature, le prince, ça ne suffit pas. C'est triste. Le prince tout court, n'importe quel prince, l'unité toute abstraite, peut-être que ça ne suffit pas. Et alors, si vous pouvez, si vous voulez, ça couperait agréablement mon topo fatigué. J'ai une semaine très dure, alors épargnez-moi et posez-moi la question que vous voulez sur cette partie que nous avons enregistrée. Oui, j'écoute. Ah, faites pas comme dans mon séminaire à Sorbonne, il fallait que je me fâche. Ils ne veulent pas parler souvent. Alors, je ne peux pourtant pas les... Il y a certainement des questions qui peuvent... Il y a bien quelqu'un qui pense que Maurras n'a pas eu raison, absolument, comme Aristote avait eu raison, n'est-ce pas? Aristote a eu raison de tout le monde, de tout. Sauf de la petite fille qui l'a bridé. Jean? Ah, mais bien sûr, on va y venir. Voilà, je vais y venir. Oui, mais alors là, nous sortons un peu, vous avez raison, votre question me fait plaisir. C'est en effet ce que je veux dire, c'est divisé comme ça, mon truc. Il y a, premièrement, le prince tout court. Il y a, dans la deuxième partie de ce prince tout court, il y a les illusions de mon optimisme, qui pourraient en résulter. Après quoi, il y a la théorie de la vraie politique, qui est encore une force de Maurras, et ce prince peut très bien, on peut aujourd'hui avoir une théorie du pouvoir qui se tienne très bien, et qui emprunte presque tout à Maurras et à saint Thomas. Bon. Après quoi vient l'horizon, n'est-ce pas? L'horizon nécessaire et possible, hein, et les raisons pour lesquelles il faut que, pour que ça marche, que ce prince soit le prince chrétien, non pas une personne quelconque. N'est-ce pas? Je suis persuadé qu'il ne faut pas que ce soit un prince islamisant, par exemple islamique. Ça serait mauvais pour nous d'abord, et ça serait mauvais pour tout le monde, puis ils n'ont pas bien réussi. Puis avec l'idée que Mahomet le premier avait de la principauté, de sa manière d'exercer son pouvoir, nous pourrions numéroter nos abattis. Ça serait très mauvais pour nous. Bon, donc pas de prince d'islam. Je crois qu'aucun prince chinois n'est bien utile, bien que nous ayons beaucoup appris de Tilpaï.
j'ai trouvé récemment l'édition, celle qui vient avant, celle dont La Fontaine s'est servie pour ses fables. L'édition de l'admirable mythique indien, n'est-ce pas? C'est une conception, il y a une conception de la monarchie dedans. C'est vrai que la monarchie en soi, c'est bon. La monarchie naturelle. Il faut y ajouter prince. Donc prince, dynastie. Hein? Et dynastie liée à un pays. Parce que les gens n'aimeront pas être gouvernés par quelqu'un qui vient d'ailleurs. Bien que ça puisse arriver, quelquefois, quelqu'un qui vient d'ailleurs puisse les gouverner utilement. Il y a eu, ça s'est produit quelquefois aussi. Mais votre question, en effet, je voulais ajouter, et je l'ajouterai en cours de route, prince chrétien. Mais bon. Même s'il y a parmi vous, supposons, des non-monarchistes. Tous l'actions françaises. Bah, Oui. Même parmi toutes l'actions françaises, parmi ceux-là, il y a certainement des gens qui ont certaines illusions. Alors, je pense que vous devriez pouvoir poser à Pierre Boutan des questions sur ces illusions qui sont au fond qui contredisent un peu, qui contrediraient Oui. ce que vient de dire Pierre Boutan. Là, j'ai fait une théorie du prince. Hein, vous savez, là, je vais m'en poser une de question. Votre histoire du prince tout seul, monsieur. Vous voyez bien que c'est l'unité, bien sûr, c'est un grand bienfait, mais cette unité peut être aussi bien l'unité tyrannique que l'unité monarchique. Réponse, en effet, c'est très regrettable, et ça peut être très mauvais, et si ce prince est bon, c'est tant mieux, et s'il est mauvais, on sera peut-être même condamné au tyrannicide, supprimer le tyran. Alors il y a quelque chose qui pourrait l'éviter, ça s'appelle l'hérédité. Donc quand j'ai parlé du prince, non chrétien, ça peut être un prince dynastique et qui hérite du pouvoir de son père, en vertu d'une idée très simple, c'est que c'est pas mal la paternité, d'avoir au sommet du pouvoir quelque chose qui ressemble un peu, que c'est la figure humaine. Les pouvoirs d'habitude, ça ressemble à rien. J'ai vu le film au 1er janvier, un de mes petits-enfants m'a obligé de regarder la télévision, ce que je ne fais jamais, et j'ai regardé, et il y avait un film américain qui montrait ce que faisaient les dieux. Les dieux, c'était une histoire de titans avec des grenouilles, des dinosaures, des tas de choses, tout à fait mythologiques. Et dedans, les dieux fabriquaient, étaient obligés, ils n'étaient pas fichus de parler, les dieux. Ils fabriquaient comme des pièces de jeux d'échecs, n'est-ce pas? Alors, mais ça n'avait pas figure humaine, c'est la figure divine. Tandis que, quelle est la force de la belle Circé dont nous parlons tout à l'heure, c'est que la magicienne Circé, elle avait une voix humaine. Odessa, dit Homère, ça veut dire qu'elle avait une voix humaine, et ça n'a été employé que comme ça. Du coup, on s'est aperçu en cherchant Odessa, on a fini par reconnaître que Odessa, ça voulait dire aussi, non seulement qu'il y a une voix humaine, ce qui pour une déesse comme Circé était rare, mais ça voulait dire aussi quelque chose qui chante. Alors, qu'est-ce qu'approuverait que Vico a raison? J'en avais parlé avec Morage de ça. Je vous dis Vico, que nous n'avons pas assez lu parce que nous méprisons trop les choses italiennes et les choses latines, alors je me dis, Vico avait expliqué que le premier langage des hommes était le chant. Les hommes ont chanté leur langage avant de le parler ordinairement. Mais cela nous écarte du sujet. Pour que ça ait figure humaine, il faut que ça ait figure de famille. Les choses qui ont figure de famille, ça ne marche pas trop mal. D'ailleurs, j'ai appris à lire l'Action française, je vous l'ai dit, quand j'avais 4 ans dans l'Action française, j'ai appris à lire dans l'Action française, tout petit, mais le premier de mes petits-fils, du dernier fils, je lui ai appris à lire sur quoi, figurez-vous? Je lui ai appris à lire sur un vieux numéro de l'Action française, je l'ai montré, je l'ai mis sur le tapis, et il s'est mis à épeler dessus aussi. C'était plus fort que lui. Hein? La tradition est quelque chose qui a figure humaine et qui se transmet avec une grande sécurité. Mais évidemment, je le dis que c'était un vieux numéro. J'ai assez souffert pendant des années, ça venait dans mes rêves. Quand l'Action française a cessé de paraître et j'étais encore jeune, hein, je souffrais à l'idée que dans la boîte aux lettres, il n'y aurait pas l'Action française de telle montrée. On ne fait pas plus maniaque, n'est-ce pas? Eh bien, c'était comme ça. Et il y a eu pas mal de maniaques comme moi, n'est-ce pas? Et je crois qu'il y a cette fameuse question que les Français, même s'ils sont monarchistes, doutent cette hérédité, la question de l'hérédité. Oui. Voilà. Eh bien, je crois qu'ils doutent de l'hérédité. Je sais pourquoi ils sont contre l'hérédité. C'est parce qu'ils sont courtisans. Ils pensent que s'ils acceptaient l'hérédité comme ça, ça ferait de la peine au prince et qu'on le considérerait comme déjà mort. Je crois que c'est un esprit excessivement courtisan qui les pousse à ne pas être monarchistes du côté de la dynastie. C'est pour ça que c'est pas trop mal de mettre l'accent sur la grand-père, petit-fils plutôt que père et fils. Les fils, c'est embêtant, à mesure qu'on vieillit, les fils vous empêchent de vivre, n'est-ce pas? Ils réussissent ou ils ne réussissent pas, enfin ils sont empoisonnants, on a envie, et puis on n'a pas assez d'influence sur eux, on ne peut pas... Tandis que les petits-fils, on peut rêver une influence, et comme ils sont charmants, ils simulent cette influence qu'on exerce sur eux avec beaucoup de gentillesse.
Donc, je crois que c'est une manière de fonder l'esprit dynastique. D'autre part, chacun de ces Français qui n'est pas pour la dynastie, rassurez-vous, il est pour l'héritage. S'il pouvait avoir le droit de tester, et s'il pouvait y avoir même le droit de primogéniture, 9 fois sur 10, plutôt que de devoir diviser son bien malheureux. Après tout, personne n'a le droit à rien. Mais puisqu'il faut qu'il y en ait un qui ait droit, autant que ce soit le premier. Et comme ça reste assez groupé. Je crois que l'idée abstraite de justice, ça c'est pour faire le malin et le mathématicien, mais les gens n'ont pas l'idée abstraite de justice. Ils ont l'idée de la vraie justice profonde qui est celle de la providence, et où après tout, ce serait le fils aîné qui hérite le pouvoir et les emmerdements, si j'ose m'exprimer. Donc la question dynastique me paraît la plus facile à résoudre. Il faut que ce soit résolu, ce qui avait été prévu d'ailleurs à un moment. Vous savez, le prince n'a pas eu de chance, le comte de Paris n'a pas eu de chance. Sans ça, des choses étaient tout à fait prêtes. Je vous le dis parce que tout le monde l'a dit, parce qu'on le sait. On peut penser tout ce qu'on veut de Gaulle, moi ça m'est complètement égal. J'ai eu 1 an et demi de prison avec sursis pour une assez bonne raison à cause de lui, à propos des harkis. À côté de ça, j'avais les meilleurs rapports avec lui, il m'a rien dit à l'université, après m'avoir condamné à la prison qui n'est pas faite. Bon, fait condamné à la prison. Donc c'est pas. Mais De Gaulle avait eu une bonne idée, c'est qu'il avait l'idée qu'il n'aurait pas de successeur comme il n'avait pas eu de prédécesseur. Et le seul qu'il pouvait avoir, comme les hommes de génie, le seul qu'il pouvait avoir, c'était le comte de Paris. Et pour le comte de Paris et son fils, comment la dynastie marcherait-elle? Malheureusement, ça, de ce côté-là, ça n'a pas marché. Il y a eu un accident de parcours. Mais ça a été prévu, c'est quelque chose qui est en route. Donc nous étions en chemin vers ce prince, et il se trouvait que c'était ça pouvait être le prince chrétien. Or justement, c'est le drame, nous l'aborderons tout à l'heure avec beaucoup de franchise, c'est le drame, parce que le jour où ce prince chrétien s'est trouvé en état de divorce par rapport à la tradition chrétienne, en état avec toutes sortes d'attitudes qui n'étaient peut-être pas compatibles avec toute la tradition historique française, eh bien il a fallu tailler vif. Et c'est là que le comte de Paris a été obligé, tout en laissant sa chance, tout le monde peut aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, tout le monde peut renoncer. Là, le divorce n'est pas dans la tradition de la famille de France. La tradition française. Donc c'était pas possible. Et il a fallu le faire comprendre. Et le comte de Paris a eu, à ce point de vue-là, le mérite. Mais ça, c'est très important, comme vous le verrez. C'est que ça étonne beaucoup, ça, les gens. Mais on peut très bien concevoir le divorce pour n'importe qui, bien sûr. Si on généralise, il est probable que la tradition française serait assez malade, mais la défense de cette famille, et la défense et le refus du divorce, ça fait partie de tout un système, celui dont nous traiterons rapidement tout à l'heure, tout un système où l'on retrouve un sens au mot chrétien. On retrouve un sens à ce que, aux vieilles choses qu'on nous a apprises à l'école, n'est-ce pas? Les rois de France ne divorçaient pas, c'est vrai. Et puis il y avait des lois non écrites. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. Des lois non écrites qui correspondent à d'autres que jadis on ne pouvait pas faire. Par exemple, si le malheur veut que vous ayez des enfants malades de naissance et qui soient à moitié détruits, si, étant père de famille, vous lâchez ces enfants, pour une raison ou pour une autre, eh bien à ce moment-là, vous perdez le droit à l'honneur, bien sûr. Vous serez obligé d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle pour faire pardonner par Dieu, mais si vous êtes fils de France, vous perdez le droit à régner. C'est tout. Il y a des choses comme on ne peut pas régner et gouverner les hommes qui sont des pères de famille dans une nation en n'ayant pas l'attitude qu'on doit avoir à l'égard, par exemple, d'enfants malheureux. C'est du droit nouveau, ça. Il y a dans l'évolution du droit français quelque chose, du sentiment français quelque chose d'assez nouveau. Nous sommes plus sensibles qu'avant. Est-ce que c'est de l'humanitarisme? Absolument pas. C'est très singulier et très lié à la famille. La sensibilité nouvelle aux réalités de la famille, cette sensibilité était inattendue en France. Vous me direz que c'est sur un fond de saloperie généralisée. C'est bien possible, mais ça aussi c'est l'hommage du vice à la vertu, n'est-ce pas? Et il est important que ces valeurs reviennent. Et qu'au moins le prince, dans une cité, si vous voulez reconstruire la famille, construire une patrie, retrouver une identité nationale, et retrouver cette identité nationale sans commettre des horreurs, comme ont commis d'autres nations, comme ça a été le cas chez nos voisins, eh bien il faut probablement que soit confiée cette mission de retrouver notre honneur chrétien à quelqu'un qui en a eu, qui a ça comme destinée, qui en a eu la charge. C'est là que ce que nous avons... Vous savez, la chose la plus utile que nous faisions quand nous étions à Paris, j'y étais pas au début, c'était la fête de Jeanne d'Arc. Notre culte pour Jeanne d'Arc était quelque chose de complètement ridicule, n'est-ce pas? S'est-on assez moqué de ça, notre culte? Comment peut-on avoir le culte pour Jeanne d'Arc? Et puis les voix en plus, c'est ça. Il fallait des gens comme Péguy pour croire à ça, ou des gens comme Maurras, les premiers qui se sont battus pour restaurer le culte de Jeanne.
Eh bien aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus profond que nous l'avions cru. Et que c'est là que nous faisions quelque chose d'utile et quelque chose d'important. Voilà ce qui répond peut-être à la question que je me suis posée, que je vous incitais à poser. Peut-être ça en suscite d'autres de notre part. Alors allons-y, essayons d'avancer un peu. Non? Bon. Alors, les illusions et les risques. Bon. Vous allez me dire, on est en monarchie. Tout est fait, ça va tout seul. Une fois à Alger, j'ai rencontré, c'était la veille de l'assassinat de Darlan, j'ai rencontré quelqu'un qui a joué un grand rôle, les gens ne savaient rien dans cet assassinat. On a parlé, et à la fin, j'ai dit, mais c'est bien beau tout ça, la monarchie. Je dis, mais il y a Darlan, par exemple. Il m'a dit, la question va être réglée. C'était très étonnant, hein. Bon. Et j'ai cru, et ça ne réglait rien du tout, je ne vous nomme pas. Ça, en fait, je l'ai raconté dans un article au Monde il y a quelques années. Aubin m'avait demandé de mettre un point final à une polémique qui s'en prenait même au comte de Paris. Bon, le comte de Paris avait préparé le coup, à la maurassienne, si je veux dire, mais pas le coup d'assassiner Darlan. Ce qu'il ne savait pas, c'est que des gens se préparaient à assassiner Darlan. Et toute la misère est venue de là. La chose, je l'ai vue, je la connais, ce que je viens de vous dire. Alors quand on croit que les choses sont résolues, elles ne sont pas toujours aussi bien résolues qu'on pense. Par exemple, on croit que du moment que tous les Français se tournent vers l'unité, le culte de l'unité, ben ça va marcher, on aura la monarchie demain matin. Non, ça ne suffit pas. Une des raisons pour lesquelles, voilà les raisons que j'ai énumérées à toute vitesse, c'est très enfantin de vous donner ça comme ça à la suite, puis en plus je vous dis comment j'ai fait mon plan, il ne faut jamais faire ça, un concours. Hein. Eh bien, les raisons, les voilà, les illusions. C'est notre illusion sur l'Allemagne. Alors jamais je n'ai vu quelque chose aussi bête que l'attitude des Français à l'égard de l'Allemagne. L'idée que ces excellents Allemands vont accepter, ayant reconstitué une puissance économique qui est celle que vous savez, d'être perpétuellement des nains politiques, cependant que l'autre moitié de l'Allemagne a constitué une puissance économique qui est la plus forte de toute l'autre partie de l'Europe, et qu'ils ne vont pas essayer, guetter une occasion de reprendre la puissance politique est une idée folle. Les naïvetés sur l'Allemagne tout entière convertie, sur la tranquillité que nous aurons, ça ne peut pas marcher. Nous aurons les pires surprises. Et si nous n'y pensons pas, eh bien, recommencerons tout ce que nous avons connu en bien pire. Ce sera bien pire. Car il n'est pas évident que cette fois, il y aura un affaiblissement réciproque sur lequel Maurras avait beaucoup compté de l'Allemagne et de la Russie. Il pourrait très bien y avoir des choses dans la direction de ce que fut Rapallo. Les Russes ne sont pas bêtes non plus. Et ils ont été longtemps gouvernés par les Allemands, aidés intellectuellement et politiquement par les Allemands. Et comme ils ont chassé leurs Juifs, beaucoup, et leur ont enlevé le pouvoir, ils auront peut-être besoin de nouveau des Allemands. Bref, l'idée d'équilibre politique, telle que nous l'avions conçue, un De Gaulle pouvait essayer de ligoter l'Allemagne, au moins il le disait. Bon, mais aujourd'hui, ils s'imaginent que ça va aller tout seul sur leur bonne mine. Hein? Je pense que c'est une illusion de le croire, et je pense qu'un prince, simplement, s'il n'y a pas une grande réforme spirituelle et morale de tout l'Occident, un prince français n'y réussirait pas forcément. Là, vous développerez pour vous-même, vous êtes capable de voir des choses que je ne vois pas moi-même là-dessus. Le second obstacle, la seconde grande présence redoutable, c'est l'islam. Cet islam est quelque chose... Ce n'est pas pour rien que Maurras parlait de l'islam. Il parlait de l'islam germanique. C'est assez curieux. Il a toujours considéré que l'islam... Oui, la force liée dogmatiquement à la croyance. La destruction des limites que la théologie chrétienne a pu apporter aux conceptions rêveuses, aux conceptions métaphysiques, théologiques rêveuses de l'Orient. Bref, ce que nous avons vu, ce que nous avons connu. J'ai connu au Maroc et j'ai connu en Algérie des musulmans, ils étaient gentils, magnifiques. Il y en a un qui voulait venir, quand je suis rentré en France, ils voulaient venir avec nous, ils aimaient les enfants, etc. Mais n'empêche que les mêmes, dans certains cas, sur un ordre donné, égorgeaient, tuaient, sans pitié et sans hésitation. Pour obtenir que cet islam, surtout lorsqu'il est infiltré, établi chez nous, ne devienne pas meurtrier, il faut beaucoup de force et d'amour. Je dis les deux, beaucoup de force, et la décision de ne pas se voiler les yeux sur le péril, qui est immense. Et je dis beaucoup d'amour qui les arracherait au fanatisme et à la folie. Le problème est celui de la conversion. Ah ben oui, mais si on ne peut pas convertir, il est évident qu'il n'y a pas de culture possible en France. Il est évident que l'identité nationale ne sera pas conservée avec une dualité de culture.
sont complètement fous ceux qui l'ont imaginé. Mon ami Chaunu n'a pas cédé là-dessus trop dans les débats sur la nationalité qui sont récents et que vous avez dû suivre. Hein, là, nous allons revenir à cette question de l'identité. L'islam est quelque chose... Et puis alors, sans parler du cas de la France et de notre identité, il y a le cas du Proche-Orient. Alors là, vous n'êtes peut-être pas tous du même avis, mais c'est bien difficile quand on est à Marseille de ne pas voir ce qu'il fait. Moi, je l'ai vu cet après-midi, le peu d'heures que j'ai eu, où j'ai pu regarder. Je crois qu'il y a un péril effectif que la seule présence d'une autorité unique, ne pourra pas enrayer. Et d'autre part, il y a, c'est encore plus grave, car si l'islam est si conquérant, et s'il peut menacer une vieille patrie comme la nôtre, et s'il peut être en même temps une cause possible de guerre mondiale, des choses les plus affreuses actuellement, eh bien c'est parce que nous ne sommes pas nous-mêmes et que nous ne pouvons pas présenter sérieusement nos raisons de vivre et nos raisons de nous battre. On ne croit plus à notre volonté de vivre et de mourir si on nous ôte les raisons de vivre. Ces gens que souvent vous devez côtoyer, dont certains qu'avec raison d'ailleurs peut-être dont vous avez tantôt peur et que tantôt vous maîtrisez, ces gens-là ne sont pas du tout persuadés que vous valiez grand-chose, que nous valions grand-chose. Ils ont des raisons solides aussi de nous mépriser. Il faut donc la transformation morale, complète, politique, morale, est absolument nécessaire. Puis ils ont quelque chose, c'est un fait, qu'ils voient, qu'ils savent. Il est certain que la société, comme Maurras l'avait admirablement vu, et vous n'avez qu'à relire à chaque moment, il faudra lire chaque jour, l'avenir de l'intelligence. La puissance de l'argent chez nous, telle que la démocratie l'a établie, est quelque chose de particulièrement abject. Nous sommes plus abjects que n'étaient les Romains au pire moment, au moment les plus décadents et les plus effroyables. Il ne s'agit pas de taper sur nos poitrines en disant nous méritons tous les malheurs qui vont nous arriver. Non, ça veut dire seulement la métanoïa grecque. Changer d'esprit, changer de vie, changer de tout. Et changer de vie, changer d'esprit, eh bien ça veut dire la chrétienté. Moi, j'ai vu des gens, j'ai vu le prince Jean à Paris, à la Sorbonne, et j'ai vu justement, on le trouvait trop chrétien. Il ressemblait un peu trop, il semblait ressembler un peu trop à ces petits princes allemands, trop fidèles et pris entre la Sainte Vierge peut-être. Eh bien, je crois que c'est une de nos chances, cette vivacité, cette fidélité, cette adhésion très profonde au christianisme, c'est notre chance. C'est cela autour de cela, et surtout viendront autour de cela des gens qui n'ont plus eux-mêmes la foi, qui ne sont pas des chrétiens. On ne demande pas aux gens, bien sûr, il n'y a pas de théorie chrétienne du pouvoir, mais il y a une influence majeure et décisive du Christ et de la présence du Christ sur les réalités du pouvoir. Et à partir du moment, les gens qui ne sont pas chrétiens, qui verraient ce que c'est qu'un prince chrétien, Saint Louis, tout simplement. J'ai été élevé, tandis que le grand roi c'était Louis XIV, Père VI, c'est un très grand roi. Bon. Ensuite, quand je devenais plus malin, je n'étais pas très futé Louis XIV, j'avais des choses qui n'étaient pas trop belles, qui étaient superficielles. Réfléchis un peu, mon ami. Je réfléchissais, elle dit, mais Louis XI, c'est un beau renard, et c'est une chose splendide, et c'est un homme d'une grande plénitude. Ça a été mon second roi. Et puis j'ai attendu, beaucoup plus tard, pour m'apercevoir que le grand roi qui avait tout, qui avait en lui ce qu'il y a dans Louis XIV, qui avait en lui ce qu'il y a aussi dans Louis XI, c'était Saint Louis. Alors ça ne serait que par l'amour qu'il avait pour ceux qu'il appelait ses poulains lorsqu'il est revenu, lorsqu'il devait revenir de la croisade. Eh bien, Saint-Louis, ça n'est pas un mauvais exemple. Ce que la France a fait avec Saint-Louis, c'est exactement la forme d'universalité puissante que nous pourrions, qui pourrait gager en quelque sorte notre volonté de garder notre identité nationale. Je crois que ne pas hésiter à l'aventure. Qu'est-ce que vous voulez, je vois beaucoup, j'ai de mes élèves qui ont vu ça, pour le Liban. Quand on pense à ce que la France, puissante encore, ce qu'a fait du Liban, et ce que nous avons laissé faire, hein, il y a évidemment là une indignité totale. Nous ne devrions pas pouvoir dormir avec ce que nous avons fait. Et d'ailleurs, ce que nous avons fait, laisser faire à nos harkis, c'est de même espèce. Nous avons trahi des gens. Nous nous sommes conduits d'une manière déshonorante, et le triste, pour les gens de ma génération, c'est que c'est malheureusement, beaucoup sera réparé par mes petits-enfants et arrière-petits-enfants, plus que par ma génération. Mais il faut sentir cela avec une humilité totale, pas une humilité sur la poitrine des autres, mais sur la nôtre. Nous n'avons pas défendu ce qui devait être défendu. Le bien conquis reste à défendre. Il y a un long poème de Maurras sur le bien qui reste à défendre. Alors,
ça n'est pas très gai, mais il y a pire, il y a la vulnérabilité extrême de notre forme de civilisation, n'est-ce pas, actuellement. Je ne parle pas, ça peut avoir il y a de bonnes choses dans la télévision, ça peut être bon et utile, un État pourrait s'en servir, mais je pense aux enfants. Je pense à ce phénomène humain curieux qui aura, si l'évolution était vraie, heureusement que ce n'est pas vrai l'évolution. Vous voyez qu'il n'y a pas de transformation et d'hérédité des caractères acquis. Mais je vois très bien une évolution dans laquelle l'enfant aurait un seul œil, cyclope, un œil au milieu du front. Et il serait cul-de-jatte, parce qu'il n'aurait plus besoin de marcher. Et il serait devant son poste de télévision indéfiniment. Quelle est la forme de culture et quelle est la forme de langage que nous donnons à nos enfants? Le langage, il est perdu. Sauf dans quelques familles qui se défendent. Quelques familles, mais je dis quelques familles, une sur combien? Demandez un peu. Les enfants, la plupart, quand ils n'ont pas des parents et des grands-parents pour se fâcher, les enfants parlent par des espèces de gestes, de sifflements, de systèmes indicibles, de bêtises d'ailleurs. Toute époque, toute enfance, nous en avons eu. Nous avons eu nos manies de langage. Mais actuellement, il semble qu'on ne parle pas uniquement par gestes chez les enfants, mais la manière, les jeunes gens, et la manière dont on parle n'a plus aucun rapport avec la langue française. Je comprends la colère du vieil Étienne avec beaucoup de gens. Le français est une langue qui est en train de disparaître, n'est-ce pas? De disparaître en se répandant, et elle devient affreuse. Vous me direz que les Romains, le latin, ça a été comme ça. Et ça a donné nos langues. Bon, très bien. Mais il y avait le soldat romain. Et il restait encore, il y avait quelque chose qui tenait. Alors ça, nous, ça ne donnera rien du tout. Ça donnera une pure catastrophe lamentable. Que faire? Apprendre le français aux enfants, bien sûr. Et peut-être faudrait-il aussi songer à, eh bien, à aider les instituteurs, à ne pas les mépriser sous prétexte qu'ils ont fait tant de bêtises dans le passé. À aider l'enseignant, ne pas avoir à gauche, l'instituteur est adorable et adoré pourvu qu'il apprenne aux enfants à mépriser sa nation et sa tradition. Et à droite, presque toujours, l'instituteur est méprisé, n'est-ce pas? Parce qu'il enseigne ce qui est mauvais à ses chers têtes blanches. Et je crois qu'il y a là un redressement à l'égard de l'enseignement qui serait très important. Je crois que tout ce qui sera fait d'ailleurs dans l'ordre de l'enseignement sera majeur. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez envie de le faire? Est-ce que vous voyez ce que ça coûterait aussi? Ça coûtera très cher. Et puis ça coûterait en loisir, figurez-vous. Les parents seront obligés de nouveau de parler à table, et même de demander aux enfants de ne pas trop parler eux-mêmes, de ne pas se lever de table tout de suite d'ailleurs, pour leur apprendre des choses, leur conter des histoires, leur chanter des chansons. Ça ne se fait plus. Hein? Ça ne se fait plus. On a du temps, les adultes en ont du temps. Qu'est-ce qu'ils en font? Et je suis persuadé que là aussi, il y a un redressement qui est possible, mais qui n'est pas commencé. Bon, voilà pour les illusions, pour la partie un peu noire. J'irai très vite. Vous me direz s'il faut que j'abrège beaucoup. Hein? Vous me donnez combien? Il y aura vos questions. Alors, théorie de la politique. Alors, heureusement, il y a une chose bonne, c'est que nous sommes, grâce à Maurras, de Maistre avant lui, il y a d'autres, grâce à saint Thomas, hein, aussi peut-être, enfin grâce à ce dont nous disposons, il y a de disponible une théorie politique, une théorie du pouvoir qui permettrait de supprimer les vieilles bêtises et les vieilles bagarres. Par exemple, toute la bagarre sur le mot démocratie pourrait être liquidée, très rapidement. La démocratie comme religion, comme islam, comme a dit Maurras, c'est en effet le mal et la mort. La démocratie comme régime politique, Platon l'a montré, c'est le plus mauvais des régimes, bien sûr. Mais si on donne, comme dit saint Thomas, qui considère que la démocratie fait partie, est une des composantes, avec la monarchie et l'aristocratie, de tout régime humain, si on donne à la démocratie un sens très précis, que nous allons voir, on ne passera pas son temps à s'engueuler avec des gens avec qui on serait d'accord sur tout, sauf ça. Je pense qu'il faudrait ne pas se servir du mot démocratie, qui est un mot pourri. Ils s'en servent tous et ça perd son sens. Mais ça veut dire quand même quelque chose, ça veut dire le consentement. Or, si vous cherchez quelle est l'essence du pouvoir, là j'ai des choses rasantes au possible que j'essaierai de ne pas vous dire, je peux vous en dire une toute petite partie. Vous admettrez que l'être, ce qui est, l'être, les temps, les choses, c'est pas l'être, les temps, ils vont pas faire de guerre, hein, c'est incroyable. Bon, alors, l'être, tout être est composé, n'est-ce pas? Il y a dans tout être un élément, nous le savons, c'est la beauté de la vie. Un élément qui est ce qui le définit, ce qui le finit, son pérage, disent les Grecs, sa détermination.
Et puis il y a un élément qui est comme sa matière, qui fait que ce péras, cette détermination, n'est pas à jamais une cuistrerie abstraite. Et la beauté résulte de tout ça. Le mixte, c'est le mélange de cet horizon qui fait la détermination, n'est-ce pas, cet horizon, et de cette matière indéfinie qu'il compose. Et le résultat, c'est un mix qui peut être beau. C'est le oui qui peut être dit, quand un pays est d'accord avec des réformes qui ont été faites. N'est-ce pas? C'est le oui d'une patrie. C'est le oui à un sacrifice. Et c'est le oui à la beauté. Et oui, vous êtes ici en pays de Languedoc, il y a quelque chose de plus beau que votre oui, que votre hoc. C'est le oui, justement. C'est ce que ça veut dire oui. Ça veut dire hoc il est, c'est là lui. Et nos anciens disaient hoc je, c'est là moi, cela tu, cela lui. Et c'est cela lui, parce qu'on disait du mal de l'autre pendant ce temps-là, c'est cela lui qui a fait finalement autorité. Cela lui, hoc il est. Pas le hoc simple, qui est bien, c'est une bonne chose. Mais le français, le beau français, a inventé ça. Eh bien, les réalités sont ainsi composées. L'assentiment d'un peuple, ça peut être de mauvaise qualité, mais ça peut être une bonne chose. Quand un peuple dit oui à son prince, quand on dit oui à un ordre, quand on accepte la règle d'un langage, la règle d'une langue, il y a là-dedans, à la fois, eh bien, il y a l'autorité. Comment est-ce que nous avons appris notre langue? Nous avons dit oui au maître, à l'instituteur. Nous avons accepté et nous avons toujours eu le préjugé favorable. Voilà ce que fait un homme, un enfant de nos pays. C'est un enfant qui commence bien élevé, comme on dit. Il dit d'abord oui. Mais attention, après qu'il a dit oui, t'es content, je t'ai dit oui, j'ai appris le mot. Mais maintenant, je soupçonne. Soupçonner, je regarde d'en dessous. Et je dis, est-ce que c'est bien sérieux? Est-ce que tu es bien digne que je t'obéisse et que je te fasse confiance? C'est la matière. Et c'est une espèce de petit doute. Et le résultat de tout ça, quand ça s'équilibre, c'est le consentement. Et le consentement, c'est l'aspect de démocratie, comme on dit d'habitude, le consentement. Mais ça n'est pas la décision. Si le consentement décide, tout est perdu. Ce qui décide, c'est l'autorité. Et les gens sont tout disposés à d'abord accepter l'autorité, comme un enfant, puis critiquer comme sait le faire un enfant, et comme ces imbéciles d'adultes ne le savent plus, pour arriver au consentement mesuré. Quand vous prenez un passage clouté, capital cette histoire du passage clouté, qu'est-ce que vous faites? Bon, ils l'ont mis là, je vais le prendre. L'autorité a parlé. Je l'écoute, hein, je prononce, et je dis, oui, je passe, je passe par ce passage clouté-là. Mais, au bout d'un certain temps, je me dis, il aurait pu le mettre ailleurs, c'est pas tellement bien. Peu à peu, on va s'informer sur mon consentement exclu des autres. Et peut-être même, dans certains cas, ils changeront le passage clouté de place, s'il y a beaucoup d'accidents à cet endroit où il y a le passage clouté. Vous voyez que le oui, le consentement, ne va pas absolument de soi. C'est le résultat. Mais ça ne doit pas être vu du point de vue de l'autorité. Si l'autorité vous demande où il faut mettre le passage clouté, c'est fichu, n'est-ce pas? Ce qu'il faut, bien entendu, c'est que l'autorité mette son passage clouté, qu'une opinion qui aujourd'hui a tous les moyens d'être informée, qui peut l'être, si le pouvoir comprend qu'il est pédagogue autant qu'il est autoritaire et commandant. Le pouvoir peut informer cette matière du soupçon de l'enfant. Vous n'avez jamais vu un enfant qui, devant un acte que vous venez de commettre, vous regarde en disant « Et si tu étais injuste ?» C'est pas la justice abstraite, ça. C'est la justice profonde que l'enfant existe. Cette matière est embrassée, peut donner le plus beau des consentements. Et à son tour, c'est repris. Une fois que le peuple, comme on dit, a dit oui, le pouvoir reprend ses résultats pour transformer ses actes. Simplement, qu'en résulte-t-il pour la théorie du pouvoir? La part de démocratie, la part d'autorité, c'est la part monarchique, n'est-ce pas? La part de doute, la matière, c'est la part critique, n'est-ce pas? Et le consentement, c'est la part dite démocratique. Mais vous voyez bien que l'État n'a pas le même point de vue. L'erreur des démocraties, l'erreur de Rousseau, comme celle de Montesquieu, c'est de penser que c'est d'un même point de vue que l'on peut considérer cette ordination des trois termes, la détermination, de l'indéterminé et du mixte, le même point de vue pour celui qui gouverne et pour celui qui est gouverné. Donc rétablir la distinction du gouvernant et du gouverné. Il y a certains points de vue où on est gouvernant et d'autres où on est gouverné. Mais il faut, au sommet, pour accorder toute cette dialectique et toute cette pédagogie, il faut probablement qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour cela. Alors, sur la doxa, sur l'opinion, tout ça, je crois qu'il y aurait beaucoup à dire, mais ce n'est pas pour ce soir. Et j'en viens à la partie proprement chrétienne de ce que nous avons envisagé. Comment il y a un horizon nécessaire et possible qui nous conduirait au prince chrétien. Historiquement, nous avons cette chance que nous pouvons l'avoir du côté du prince Jean. Mais
Même si nous ne l'avions pas, rien ne serait changé. Et il ne s'agit pas uniquement d'une foi personnelle. Il y a la conscience de la nécessité. Vous savez, ce qui s'est produit au moment de la Ligue, les ligueurs se battaient en pensant que le roi de France devait être catholique absolument. Bon, les protestants faisaient le contraire, mais il y a eu le parti des politiques. Mais le parti des politiques reconnaissait et admettait en effet qu'il fallait bel et bien que le roi de France devint catholique et fût catholique. Disons aujourd'hui, où les oppositions religieuses sont moins importantes qu'elles l'ont été sous la Ligue, disons qu'il faut au moins qu'il y ait, que le prince soit de chrétienté, qu'il appartienne à la chrétienté. Et cela, si Henri IV... La messe d'Henri IV, vous savez, qui jurerait que la messe d'Henri IV n'était pas sincère? Quand un homme, quel qu'il soit, un roi plus qu'un autre, finit par découvrir dans une réalité spirituelle, un moyen de sa propre grandeur limitée, eh bien il marche, il est le premier à y croire. Je sais qu'Henri IV était un assez drôle de type et qu'on ne lui aurait pas donné, comme on dit d'habitude, le bon Dieu sans confession, mais on sait aussi qu'il allait sur un chemin qui était bon. Sans Ravaillac, il y avait quelque chose de très précieux et quelque chose de précis qu'on voyait avec Lefebvre d'Étaples et tous ces gens-là. Il y a eu la possibilité d'une réforme en France qui serait restée à l'intérieur de l'Église catholique et qui aurait donné au catholicisme français une indépendance, une vigueur et une valeur théologique et métaphysique qu'il n'a pas eu toujours. Alors, voilà, que se passe-t-il? Quand Maurras a établi que quelque chose pouvait nous réunir en politique, pouvait réunir des monarchistes venant de partout, bien sûr qu'il avait raison. Mais le péril n'était pas celui que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a vraiment ce qu'on pourrait appeler l'entropie historique. Il y a une perte d'énergie très étrange. C'est ce qu'on appelle l'entropie. C'est ce qui se passe quand on va d'une énergie noble à une énergie moins noble. Il y a du déchet, il y a un énorme déchet. Et cette Circé, la magicienne dont je vous parlais tout à l'heure, lorsqu'elle transforme les compagnons d'Ulysse, lorsqu'elle les transforme en cochons, ensuite, grâce à Ulysse, qui serait déjà comme le prince chrétien, grâce à Ulysse, il va y avoir un retour. Ils vont revenir à leur forme humaine. Mais est-ce que vous croyez que ce sera aussi simple que quand elle leur a dit avec sa baguette, elle a été toute surprise quand Ulysse n'a pas obéi, quand elle a dit à ses compagnons, allez, ôtez, bande de cochons, elle les a transformés en porcs, ils ont marché. Ensuite, quand Ulysse obtient d'elle qu'elle les retransforme en hommes, il ne suffit pas d'un petit geste comme ça, il faut aller plus profond. Il faut s'occuper de chaque un, catécaston, dit Homère. Il faut s'occuper de chaque un pour les faire revenir. Il y a donc, après les dégradations bestiales comme celles que nous avons connues, une transcendance nécessaire. Il faut se ressourcer à des énergies beaucoup plus profondes. Et il n'y a pas beaucoup d'autres formes de transcendance que la transcendance religieuse. Un mouvement, il est probable qu'un mouvement de grande foi, de piété profonde succédera à la période que nous connaissons. En tout cas, nous ne nous en sortirons pas sans cela. Sans qu'il y ait au moins ce noyau-là. Regardez comme nous nous sommes défendus. La démocratie a été battue, comme Maurras l'avait prévu, sur un point précis. C'est sur cette histoire des écoles libres. Les écoles libres, j'ai vu des gens qui étaient étrangers à la tradition catholique, qui sont venus se battre pour elle. Je ne dis pas qu'ils resteront étrangers à la tradition catholique. Il y a eu tout d'un coup ce mouvement, parce qu'on a senti que quelque chose serait dégradé dans la vie des hommes, dans la vie des Français, si ces lois uniques étaient prises et si l'enseignement catholique si l'opération qui avait réussi avec les lois laïques réussissait de nouveau. Curieusement, il y a du progrès, vous voyez, par rapport à ce qui s'était passé au temps de Ferry, à la suite. La France s'est mieux défendue, et elle s'est mieux défendue grâce à ce mouvement que je considère comme monarchique d'avance et chrétien. Et il faut que quelqu'un comme, d'ailleurs, l'homme qui a été obligé de se ressourcer vers sa tradition, ce renard qui a fait semblant d'avoir pris de l'eau bénite et qui a renversé la vapeur sur cette question-là, parce qu'il a senti que ça allait mal. Ce renard s'est tourné vers ce qu'il avait vécu quand il était petit. Quelqu'un me disait, c'est Bénoubli je crois, j'ai servi la messe avec lui en Charente. Ne négligeons pas le fond chrétien dans ce pays. Il a un sens tout à fait multiple. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, les catholiques, les gens qui vont seulement à la messe, qui ne sont pas profondément... ce simple vernis du catholicisme peut avoir aussi une importance capitale. On le verra dans la période suivante. Alors, dans les autres transformations, dans ce qui s'est passé récemment,
Si vous êtes monarchiste, vous êtes au courant. L'adversaire n'a même pas osé attaquer et en tirer parti. Donc il n'y a pas tellement d'adversaires. Il y a des gens qui font semblant de blaguer là-dessus. Il y a encore le canard enchaîné. Mais le canard enchaîné, ça ne fait pas tellement de monde. Il y a eu tout de même cette chose énorme que l'ordre de la succession dynastique n'a pas été absolument supprimé, mais le comte de Paris a tiré la leçon, a constaté qu'en France, qui est un pays catholique, dans la lignée royale, on ne pouvait pas régner et divorcer. Hein? C'est assez curieux. Cette importance du fait familial et du fait dynastique joint à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à une circonstance particulièrement pénible et affreuse, car vous savez que le prince Jean, en dehors de la princesse Marie, qui consacre, c'est ça qui est aussi très curieux, providentiel, qui consacre toute sa vie à l'enfance malheureuse de tous les pays. Vous savez que la princesse Marie consacrait sa vie à cela. Et c'est l'aîné de cette famille. Et le prince Jean n'est venu qu'après 2 enfants malades de naissance, et après la naissance desquels, d'ailleurs, madame s'était trouvée seule pour élever les enfants. Et ce sont des faits de cette sorte qui ont marqué cette famille, qui l'ont marqué d'une grande douleur et en même temps d'une grande sûreté. C'est une famille d'une unité extraordinaire. Il fallait voir comment ça s'est passé en voile, n'est-ce pas? Et il fallait voir cette présence extraordinaire. Et je ne dis pas qu'il faille jeter la pierre à personne, ça serait tout à fait absurde. Je dis simplement que les faits sont tels, la tradition française est telle, et de nouvelles traditions sont constituées de telle sorte. Hein? Vous parlez de cette tradition, de cette loi non écrite nouvelle, impliquant des devoirs très étranges à l'égard des enfants. C'est ça que les gens qui sont anti-nazis, comme ils disent, là, voilà, un enfant malade, n'est-ce pas, et de naissance. Hein? La conduite de toute une communauté est décisive à son égard. Les abrutis, la combinaison d'un scientisme crétin avec le germanisme brutal et sauvage, ça a donné les lois que vous connaissez et la décision allemande de détruire dans leur propre race les enfants qui ne répondaient pas à leurs critères de santé et d'équilibre. Hein. Alors, à plus forte raison, quand il s'agissait des autres races. Et s'ils avaient gagné, qu'est-ce que nous aurions pris? Et là, non, pas à l'oublier, ça. C'est tout à fait important. Jamais, un instant, l'action française n'est tombée dans les imbécilités racistes et dans les crimes racistes que malheureusement on n'a pas hésité à lui reprocher, alors qu'elle avait été vraiment seule à défendre très curieusement les victimes du nazisme à ce point de vue-là. Alors, dernier point, je n'ai dit que le quart de ce que je voulais vous dire, mais encore une fois les questions vont développer les choses. Dernier point, c'est l'identité nationale. Qu'est-ce que c'est que votre identité nationale et qu'est-ce que vous voulez faire pour elle? L'identité nationale, ça ne consiste pas à descendre dans la rue et à crier la France aux Français. Il y a eu des moments où c'était possible et où ça avait peut-être un sens. Ça n'a aucun sens quand on a fait venir ou laissé venir des gens, en particulier pour faire le travail dont nous sommes maintenant incapables, comme les Romains ont fait venir des gens de partout. Nous sommes généralement incapables. Je veux dire que la solution qui consisterait à chasser les gens n'est pas non plus, immédiatement, n'est pas non plus la bonne. La solution qui consiste à empêcher de venir des gens que nous ne pouvons pas, dont nous ne pouvons démontrer qu'ils ne sont, leur vie chez nous n'est pas compatible avec notre identité nationale, ni d'ailleurs avec leur équilibre personnel, c'est une autre affaire. Il est évident qu'il faudra que nous sachions ce que ça veut dire être français, n'est-ce pas? Un roi de France est particulièrement fait pour poser cette question. C'est le roi de France, d'abord, il y a quelque chose de très important que vous savez tout de même. Il y a une chose qui s'appelle la loi salique, c'est l'admirable équilibre. Mais il y a une chose qui est aussi importante, c'est que les femmes n'étaient pas généralement françaises, étaient de toutes sortes de nationalités. Il est évident qu'il n'y a pas plus, il y a peu de races plus mêlées, n'est-ce pas, que les races royales. Il faut en prendre notre parti. Et j'en mets l'action française à l'islam en question. La loi salique suffit, voilà. Il faut une chose prodigieuse. La loi salique, code plus injuste, bien sûr. Il serait aussi bien d'ailleurs de concevoir une loi salique à l'envers où ce seraient les femmes qui régneraient. Je ne pense pas que les femmes soient moins capables de régner que les hommes. Je crois que c'est une vraie. J'ai toujours été scandalisé, même quand j'étais petit. Alors ça, l'action française ne posait pas le problème parce qu'elle ne posait pas la question de l'élection. Presque pas. Mais nous avons osé... La Révolution française, cette magnifique Révolution française, si ouverte et si humaine,
a osé laisser les femmes de côté de manière abominable. Elle ne les a utilisées souvent en déguisant des hommes, qui se déguisent en femmes, elle a utilisé pour faire des manifestations dégoûtantes, mais n'a pas un instant envisagé de leur donner d'ailleurs le droit de vote. Il faut bien voir que tout notre régime républicain a été fondé sur une illégalité, une injustice foncière qui est le droit de vote accordé seulement aux hommes. Il n'y a rien de plus imbécile. On ne voit pas pourquoi une femme ne voterait pas aussi bien qu'un homme. Mais il y avait une raison sur la Troisième République. Il y a une raison très précise, n'est-ce pas? C'est que les femmes ont été en France naturellement conservatrices de la foi. Ont été conservatrices du passé. C'est classique, Monsieur Homais, n'est-ce pas? Madame Homais, je ne sais pas ce qu'elle pensait, mais il y a des cas analogues. Madame Homais va à l'église et Monsieur Homais maintient l'idéal républicain. La République a soigneusement cajolé les hommes, c'est-à-dire que les républicains se sont cajolés abondamment eux-mêmes. Il y a dans les convictions démocratiques et républicaines quelque chose qui ressemble beaucoup à l'onanisme. Ils ont toujours été comme ça. Eh bien, nous devons penser que notre identité nationale a pu être maintenue, n'est-ce pas, avec on verra d'ailleurs plus tard, avec l'influence des femmes dans la société française au moment de la Révolution était beaucoup plus considérable qu'elle n'a été par la suite, qu'elle n'a été au XIXe siècle. Vous me direz que c'était quelques femmes, bien sûr, dans la société où il y avait influence, dans la société dominante. Eh bien, les femmes ont eu une place très considérable. Le féminisme de Condorcet, c'est une rigolade dont parlait encore ce matin M. Badinter. Je ne sais pas si vous lisez Libération, je pense que non, moi je lis toujours, je considère ça comme tout à fait nécessaire, de lire Libération, et ce pauvre Badinter racontait, il a fait avec sa femme un livre sur Condorcet, et il disait, c'était une situation bien embêtante tout de même, ce pauvre Condorcet, parce que, mais qu'il avait tenu, mettez-vous à sa place, dit M. Badinter, d'une part, il est abolitionniste. Il ne veut pas de la peine de mort. Bon, alors normalement, il doit voter contre la mort de Louis XVI, n'est-ce pas? Mais d'autre part, dit M. Badinter, la position de Robespierre est bien forte, car si l'on tue le roi, ça sera fait une fois pour toutes, ça sera tout à fait irréversible. Voilà ce que M. Badinter appelle un cas de conscience. Et on dit comme il est vertueux, comme il est bien, comme nous aurions confiance en lui, c'est comme il s'agit. Une coquinerie, une mauvaise action, un crime, mais qui réglait la question. Et on ne dit pas qu'on le ferait, on félicite Condorcet de ne l'avoir pas fait, mais hypocritement on reconnaît que la position de Robespierre était bien forte. Eh bien voilà le genre de choses dont il faut sortir. Il faut donc réellement trouver des moyens de maintenir notre identité nationale, et nous ne le pourrons, ce n'est pas par des mouvements populaires, ce n'est pas avec des partis, ce n'est pas avec des groupements qui ne répondent que d'eux-mêmes, n'est-ce pas, qu'on obtiendra ça. Il faudra obtenir dans l'État même que cette identité soit sauvegardée, comme la monarchie a été sauvée par la loi Salic. Blanche de Castille n'était pas spécialement française d'origine. Regardez comme elle a défendu, lorsque Saint-Louis était empêché à la croisade, n'est-ce pas, elle a défendu merveilleusement le royaume. Les reines de France ont été splendides. Il n'y a pas de reine plus admirable, je ne pense pas seulement à Alexandre Dumas, n'est-ce pas, plus admirable qu'Anne d'Autriche. Alors, il y a donc un moyen de sauver l'identité nationale, n'est-ce pas, hein, vraiment, et sans sacrifier, sans tomber dans l'horreur et dans le crime. Il faut y penser, il faut s'y mettre. Je croyais qu'on s'y mettrait avec la fameuse commission sur l'identité nationale. Ça n'était pas possible sous le règne que nous connaissons. Parce que le règne que nous connaissons avait l'avantage du point de vue de ces gens d'être un règne, et d'ailleurs il nous évitait un règne qui aurait été encore pire si nous avions eu l'autre guignol avant. C'est pourquoi on pouvait comprendre de voter Mitterrand à la fois précédente, n'est-ce pas? Mais cette fois, ça n'est plus du tout possible, et on voit bien qu'il n'y a pas de réforme profonde possible avec quelqu'un qui représente secrètement un parti. Il faut, pour qu'il y ait un parti, que quelqu'un dont la volonté soit pure, hein, quelqu'un qui soit vraiment comme... La chevalerie est une chose un peu rapportée en France, même qui a eu son rôle, mais il y a toujours une nouvelle chevalerie possible. C'est l'âge héroïque dont parle Vico. C'est le retour des âges héroïques, si vous voulez. Ce qu'on peut voir dans le prince chrétien tel qu'il arrivera, on n'a pas besoin des sens de Nostradamus ou de choses pareilles. Ce qu'on peut voir, c'est cela. Une manière, d'abord, ce qui serait la moindre des choses pour les petits-enfants, de ne pas être trop dégueulasse, et en même temps de sauver notre avenir, si j'ose dire l'avenir de notre passé,
et l'avenir lui-même, l'avenir que nous ne verrons pas. Alors c'est sur cela que j'aimerais que vous réfléchissiez et que vous compreniez que cette position-là est typiquement une position maurassienne et monarchiste. Ce que certains d'entre vous auraient peut-être tendance à mettre en place. Je compte sur vos questions. On tenait un énorme fardeau, alors j'étais bien obligé, je sais que ce qu'on a fait n'est pas satisfaisant, mais ça peut être rendu satisfaisant par les questions que vous posez. Bien, question alors. Que devient l'horizon en cas de conflit entre le prince et l'église, soit parce que le prince est gagné au idées maçonniques, soit parce que l'église évolue dans le sens littéraire. Eh bien, ça c'est une question grave et une question réelle. Très bonne question. Hein. Moi je crois que, d'abord je crois qu'il y a quelque chose qui s'appelle la providence, je crois beaucoup en la providence, j'espère beaucoup en elle. Donc je pense que l'Église est en train d'évoluer dans le même sens que la France, malgré certaines apparences. Je crois que je voudrais bien sûr que les choses puissent être, nous pensons d'ailleurs tous aux mêmes choses, nous ne les nommons pas par prudence ou je ne sais quoi, nous pensons quelquefois à Monseigneur Lefebvre, eh bien nous pensons qu'il faudrait bien que les histoires entre Monseigneur Lefebvre et Rome s'arrangent, soit en ordre. C'est ce qu'on doit penser quand on ne veut pas le désordre. Il y a des catholiques qui n'ont qu'une idée, c'est de pouvoir dire merde au pape. Ça existe. Ça existait à l'Action française au moment de la condamnation. Maurras a regretté publiquement d'avoir été amené par un certain nombre d'hommes d'église à dire zut au pape, à dire zut au pape alors qu'il aurait fallu être respectueux et poli. Bon, il l'a fait reconnaître à Maurras une erreur aussi énorme, il fallait que ça en fût une. Hein? Il l'a reconnu, il l'a dit. Et ça en est dit. Très très grave. Il y a la condamnation de l'Action française, qui a mis sur la touche les théologiens, les meilleurs, les curés les plus intelligents. C'est vraiment une élite. Tous ces gens ont été balayés. À qui était la place? Aux médiocres, aux nullités. La nullité de notre épiscopat français, c'est l'Action française qui en est responsable, puisqu'elle a conduit, par son nom, elle a conduit quand même les nullards à prendre les places. Alors, pour répondre exactement à votre question, monsieur, je crois que l'Église, là, il y a vraiment... l'Église a pu prendre position contre l'Action française, à mon avis, pour des raisons en partie politiques et en partie doctrinales mal comprises. Je crois que le pape Pie XI a vraiment cru que dans la doctrine de Maurras, il y avait les bases de quelques paganismes. Lorsqu'il a vu, grâce en particulier à la merveilleuse médiation des sœurs de Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus, lorsqu'il a vu quelle était la véritable intention de Maurras, et lorsque Maurras l'a écrit de sa prison, vous savez, le temps où Maurras lisait les élévations sur les mystères de Bossuet, de sa prison en 1937, c'est bien ça, oui, a écrit au pape, je veux le féliciter de sa réaction merveilleuse en face du nazisme, en face de l'Allemagne hitlérienne, tout s'est arrangé immédiatement. Remarquez que les curés ont bien absolument passé ça sous silence. Le nombre de curés qui vous racontent l'Action française qui a été condamnée. Mais racontez-nous donc un peu, hein, curé bizarre, ce qu'il y a dans la correspondance entre Maurras et Pie XI, et pourquoi la condamnation a été levée. Alors je crois que ce ne serait pas aussi commode maintenant, surtout en face d'un prince chrétien. En face d'un prince chrétien, il y a tout de même une pente puissante vers l'unité et le travail ensemble. Il y a tout de même des intérêts profondément communs, que ce soit dans en particulier dans les autres continents. Hein. Je crois qu'il y a possibilité d'un véritable accord et que le péril que vous indiquez, nous ne le connaîtrons pas, nous ne le verrons pas. Mais s'il y avait ce péril, ce serait un affreux malheur. Il y a eu des histoires, comme on dit, entre Philippe le Bel et la papauté. Ça n'a jamais fait de bien à personne, ni à la papauté, ni à la monarchie. C'est pourquoi Maurras, dans le texte qu'on disait tout à l'heure, dont j'ai eu l'honneur de recevoir, Maurras mettait l'accent sur « et par-delà tous les espaces, la papauté ». Il la mettait, hein, ce nationaliste intégral mettait par-delà tous les espaces la papauté. Cette papauté qu'il avait frappée. Et dont il savait qu'il aurait dû, parce qu'elle était au-delà de tous les espaces, ne pas considérer la manière de frapper comme décisive. Est-ce que ma réponse commence de vous satisfaire, monsieur? Je pense que vous n'avez répondu qu'à la moitié parce que j'avais envisagé l'hypothèse d'un prince gagné aux idées maçonniques. D'un prince gagné aux idées Maçonniques. C'est tellement bête la maçonnerie. Je lis Baruel, les tomes de Baruel. C'est tellement idiot, c'est tellement minable. Un prince, s'il a en tout cas, c'est aucune chance avec
avec le prince Jean, il suffit d'avoir des professeurs convenables, qui ne soient pas des analphabètes. Les gens qui ont fabriqué Baruel raconte ça très bien, les gens qui ont fabriqué la maçonnerie, les illuminés de Bavière, mais c'était des dingues absolus. Ils étaient aussi dingues que les plus médiocres maîtres d'école nazis. Alors la franc-maçonnerie, s'il vous plaît, c'est utilisé, ou alors les gens à la Grande Loge de France, ils acceptent un défi. Je vais raconter une histoire. Un jour, M. Alquier, c'était pour ma soutenance de thèse d'État, M. Alquier un moment me dit, avec un accent que je n'imiterai pas, mais M. Boudin, que préféreriez-vous en réalité, un déiste ou un athée? Oh, je dis un athée tout de suite, hein, bien sûr. Le déisme maçonnique en particulier, le déisme en général, c'est idiot, hein, c'est le monothéisme sous cette forme, le monothéisme sans la théorie de la personne, et sans les personnes de la Trinité, sans la théologie qui l'accompagne, le monothéisme est inférieur à n'importe quelle idolâtrie païenne, n'est-ce pas? Certainement. Il vaut mieux le paganisme, n'importe quoi, plutôt que le déisme. Le déisme a la même figure secrète que les passions des gens qui sont assez sots pour le professer. Donc l'idée qu'un prêtre peut devenir imbécile, mais on l'interdit dans ce cas-là, il y a des moyens. Mais enfin, je vous remercie de votre question, qui est une question limite, et qui est donc bonne à ce point de vue-là. Pour continuer dans le même sens, peut-être pourrez-vous nous éclairer, quelle a été la formation, quel professeur a eu, quels ont été les maîtres de la jeunesse, car c'est là que c'est important, du prince Jean? Ah ben alors ça c'était... D'abord, il a eu quelqu'un d'extraordinaire qui est sa mère. Il a eu une expérience étonnante, hein, et douloureuse. C'est l'expérience, c'est ce qui s'est passé du côté de son frère et sa sœur. Ensuite, il a eu... D'abord, il a suivi, il est venu à la Sorbonne un petit peu, mais il est surtout... comment s'appellent les gens qui font... C'est pas l'institupidisme, mais c'est quelque chose qui est tout à fait à côté, qui fait un enseignement philosophique qui est parallèle à la Sorbonne. Voilà. Et il a été là, et il a travaillé là. Et je crois qu'il n'a vraiment rien d'un fanatique. Je me suis, quant à moi, défendu de l'endoctriner. Hein? Comment c'est? Ça ne m'aurait pas été interdit, c'était tout à fait possible. Mais j'ai eu en effet à juger d'une de ses copies, j'ai vu comment il réagissait à un sujet, et comment tout de suite d'ailleurs, la question politique venait dans son sujet, et qu'il la traitait avec un peu d'innocence, c'était une copie, mais on mettait 12 ou 13 avec une grande joie, en disant, ah, c'était à la fois le bon sens et la bonne volonté. Il ne marchera pas dans le jamais. Et alors, vous savez, le comte de Paris a eu tout de même des maîtres qui étaient ceux que l'Action française lui avait fournis, avec Charles Benoît, et puis des tas de gens. Et il ne s'est dégagé de l'Action française que très très tard. C'est pour ça que la lettre qu'il m'a écrite quand j'ai été Montmorency, qui est une lettre, il maintient ses réserves sur l'Action française, admettait un certain nombre de choses que j'avais cru découvrir ou approcher. Mais le comte de Paris a toujours rendu justice à la formation qu'il a reçue. Il a simplement pensé à un moment que l'Action française se servait plutôt qu'elle ne le servait. Je crois qu'il se trompait. Il a pensé que Maurras s'enfermait dans son ego. Je crois aussi que ce n'était pas vrai, ou pas comme ça, mais qu'il ne pouvait pas savoir comment ce qui était en train de se passer. Mais en tout cas, lui-même, ayant reçu une formation excellente, ayant découvert autre chose que sa propre formation, a pu apporter à son petit-fils beaucoup de choses. Je crois que des leçons de politique en particulier. Vous savez, un prétendant avoir réussi ce qu'il a fait, rentrer en France comme il est rentré, avoir... les rois, c'est fait pour régner, c'est pas fait pour prétendre. Hein? Et quand il est rentré en France après 47, il a eu beaucoup à faire pour se faire admettre sans déchoir lui-même. Faire accepter. Il a créé un respect chez des gens que j'aurais eu tendance à traîner quand je ne l'ai pas fait d'ailleurs dans la boue. Je pense à des gens qui sont estimables finalement, comme Maurice Schumann, etc. Mais ces gens-là sont royalistes, ne le cachent pas. Si ça leur fait plaisir d'être royalistes contre l'Action française, d'inventer des différences par rapport à la doctrine d'Action française, mais je les encourage toujours, je dis certainement, vous êtes royalistes pour des raisons bien meilleures que les miennes, qu'est-ce que ça me fout? Soyez là, c'est tout ce qu'on vous demande. Bon. Alors des leçons d'adresse, d'habileté, il les a, mais il a, certainement c'est son âge, il a je crois une rigueur, il ne jouera pas, il ne rusera pas, n'est-ce pas? Et il est d'un christianisme total, que ça n'est pas son grand-père qui va l'empêcher d'être chrétien de cette façon-là. Donc c'est autant vous dire que la maçonnerie peut toujours arriver. Hein? C'est fichu. Non, elle n'a aucune chance. D'autres questions?
Ah, si je le savais, par que ça serait commencé, mais bon, eh bien, beaucoup de choses. Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Oui, mais ça, c'était avorté. C'est pas le prince Jean qui a fait avorter. Ce qui a avorté, c'est que le père du prince Jean n'a peut-être pas répondu à ce que De Gaulle ou son propre père attendait. Bon, bref, il y a eu quelque chose de manqué. Bon. De Gaulle avait des exigences? Non, absolument pas. Absolument pas. Simplement, bien sûr, le prince Jean a été avec le général de Boissieu, vous voyez, une chose comme ça. Bon, il a préféré, le prince Jean, le comte de Clermont a préféré être banquier à ce moment-là. Et puis il y a eu toute la suite. C'est assez douloureux tout ce qui se passe. Quand je suis venu en France, quand le comte de Clermont était à Bordeaux, c'est le frère de François Mauriac, le doyen Mauriac, qui m'a amené chez lui, et on était plein de joie. Clermont a été le condisciple de mon fils aîné à Sciences Po aussi. On n'avait rien contre. Mais il se trouve que ça ne s'est pas révélé historiquement possible. Enfin, c'était tout de même une chance prodigieuse d'avoir ce que... De Gaulle étant tout ce que vous voulez, moi ça m'est bien égal là aussi, l'opinion qu'on a sur De Gaulle. Je pense que De Gaulle était un roi de théâtre, mais comme je pense que tout était théâtre à ce moment-là, quand on veut réussir à l'intérieur du théâtre, il faut un roi de théâtre. D'autres penseront que non. Bien, moi c'est mon avis. Alors dans le cas, dans une situation plus claire avec le prince Jean, je crois que l'idée monarchique est un peu partout. Le mot, tenez, voilà. Qui d'entre vous, non vous êtes tous trop jeunes pour moi, mais qui d'entre vous étant gosse entendait le mot légitimité? Hein? Légitimité, légitimiste. Tintin, on nous croyait que c'était des histoires comme dans Stendhal, où il y a des histoires de la famille d'Orléans, les justes milieux d'un côté, et puis d'autre part des vieux abrutis à rengaine qui ne se résignent pas à leur temps. C'était la légitimité des légitimistes. Qui a introduit le mot? Ça, on sait les mots aujourd'hui, on sait très bien quand un mot apparaît. Dans les dictionnaires, on étudiera le mot légitime. Eh bien, c'est De Gaulle, comme ça, il leur aurait fait avaler n'importe quoi aux gens, et surtout aux républicains. Hein, mais il leur a fait avaler des choses très étranges, comme cette légitimité qui est tellement importante. Qu'est-ce que c'est qu'au fond, la légitimité? C'est l'autorité en tant qu'elle est de bonne foi et de bonne volonté. Supposer la bonne foi providentielle, justement, au sommet de l'État, c'est être légitimiste. Aujourd'hui, on dit délégitimiste à propos de n'importe quoi, on dit, à l'intérieur des partis. Je ne vous dis pas que cette transformation purement sémantique conduise au pouvoir, mais ça le prépare. Ce sont les changements de mots qui préparent les changements de réalité et de personne. Et là, nous assistons à de grands changements de mots. Tout le monde dit que c'est vrai que ce régime serait assez... Il y a des déviations possibles, certainement, certainement. Hélas, dès qu'un parti s'en mêle, mais tout le monde rigole quand même quand on voit quelqu'un d'irresponsable qui s'est désigné lui-même et qui dit voilà j'arrive. Et avant on disait bon, il est intéressant, il est rigolo ce bonhomme. Puis quand on le voit faire le comique, et on lui dit mais qui t'a fait candidat? Voilà, la candidature. Qu'est-ce qui te conduit à poser ta candidature au sommet de l'État? Tu n'as pas. Le général de Gaulle, théoriquement, était un général et avait fait quelque chose qui s'appelait le 18 juin, etc. Mais toi, mon bon ami, qu'est-ce que tu fais? Je veux bien, dira-t-il, je veux bien les autres. Il y en a un qui représente, je vous le disais tout à l'heure, une tradition, il croit représenter la tradition gaulienne, etc. Et rien ne prouve qu'à un certain point, il ne la représente pas. Mais je veux dire que tout ça ne fait pas le poids. Hein. Le poids, c'est l'intégrité de la nation. Le poids, c'est ne pas être désigné. Le poids, c'est ne pas vouloir le pouvoir pour soi-même. Le poids, c'est ce que Montesquieu disait de la démocratie. Il disait que la démocratie, c'est lorsqu'on a une préférence continuelle de l'intérêt commun sur son intérêt privé. Il était rigolo, Montesquieu, parce qu'enfin, il disait que tous les hommes devaient avoir ça. Vous voyez le système? Tout le monde préférant l'intérêt commun à son intérêt privé. Mais non, en fait, on ne peut pas demander ça, on peut demander ça à personne, sauf quelqu'un dont c'est la destinée, qui n'existe même plus comme personne. Mais les Français, l'individualisme français, c'est ça. Je lisais l'autre jour un texte de Saint-Augustin dans la belle édition de Louvain, la meilleure, je crois. Et alors, il décrivait l'individualisme. C'est le sanglier, dit-il, qui se met à arriver et qui dit, ça se dit aper, le sanglier en latin, et il dit ego sum, ego, et nemo.
moi et personne. Voilà, c'est l'individualisme romantique. Et alors, quand on dit moi et personne, on est mûr pour être candidat. Et une nation de 41, vous pouvez avoir des millions de candidats. Et alors, il y a quelqu'un qui dit je ne suis rien. L'humilité de l'homme qui est chargé, qui sent que ça pèse, qui sent que ça, c'est ça qui donne toutes les chances à une patrie de se retrouver. Quelqu'un qui ne peut en aucun cas être candidat. Oui? On est en train de nous signaler. Sur le papier d'invitation, on a dit reprendre le pouvoir avec un prince chrétien. Vous avez parlé longtemps du prince Jean, que nous connaissons tous, Oui. Très bien. Et si la monarchie revenait, Oui. ce serait le prince là. Oui, je pense. Oui. Voilà. Je pense que son père, ce serait comme en Espagne. Dites-nous exactement comment ça va se passer. Ah, j'ai écrit ce sacré livre mais ça ne veut pas dire reprendre le pouvoir. Quelles seraient les conséquences? Les partis seraient-ils conservés? Attendez. Et ainsi de suite. Et Oui, est-ce qu'il y aura je vais vous le dire. des métiers, n'est-ce Oui. pas? Alors, le roi, on sait qu'il, si on l'appelle le roi, Oui. il sera là. Mais Oui. qu'est-ce que sera le pays? Voilà. Il faut d'abord préparer le pays pour mettre le chapeau. Ouf, il faut faire les deux. Alors d'abord, reprendre le pouvoir, ça ne veut pas dire, ça voulait dire reprendre l'idée du pouvoir. J'avais bien précisé qu'il ne s'agissait pas du coup d'État ni de reprendre le pouvoir. Bon, ma question me donnait le coup d'État sur un plateau, à l'occasion que ça ne fit pas de guerre civile et que ça ne comprenne pas l'avenir, je dirais pas non. Mais comme personne ne m'a jamais consulté sur ce point-là, je me sens irresponsable. Maintenant, préparer la monarchie, c'est déjà indiquer qu'il y en a un qui peut faire ça et qui est là, et le faire connaître. Alors, c'est beaucoup parce que vous le connaissez, mais tout le monde ne le connaît pas. Les enfants ne le connaissent pas. Moi, je vois ça, j'ai des petits-enfants en 6e, j'en ai qui passent le bachot. L'abondance des petits-enfants, c'est la condition sine qua non de la connaissance de son pays. Pour gens de mon âge. Bon. Alors, ils ne connaissent pas. Ils connaîtront petit à petit. J'avais emmené mon petit-fils à Amboise. Et j'ai vu l'effet que ça avait sur lui. Donc, je sais comment il faut s'y prendre. Il faut des rites. Il faut des cérémonies. Il faut une secousse d'émotion et d'émotion d'identité. Pas d'identité des gens qui se frottent, n'est-ce pas, les uns aux autres, comme ça. La asinus asinum fricat. Il ne faut pas que ce soit ça. Il faut que ce soit la possibilité, le sentiment qu'on va vers l'avenir ensemble. Et soit, ça peut exister chez les enfants. Alors, vous me dites les partis. D'abord, les partis, regardez comme les partis sont bien. Regardez, le parti le plus fort que nous ayons aujourd'hui, c'est le Parti Socialiste. Et nous savons que ce Parti Socialiste sans Mitterrand, il ne serait rien du tout. Peau de balle. Et Mitterrand le sait, et en joue, et se moque d'eux. Ils ont l'air d'Afrique. Ils sont menacés. Si tout d'un coup Mitterrand ne se présentait pas avec ça ramasserait une formidable déculottée, les partis ne peuvent plus rien tout seuls s'ils s'ajoutent un ingrédient monarchique. Enfin, s'ils ont le sens d'intérêt national, qu'ils aient le courage d'avoir ça, ils ne l'ont plus. Et nous y allons parce que c'est Mitterrand. Et Mitterrand lui-même sait bien qu'aucun parti ne peut y venir. Donc d'aucun côté, vous savez très bien que si Chirac n'avait pas l'idée de la grandeur gaulienne, etc., et puis une forme de patriotisme qui peut séduire des Français, il ne commencerait même pas. Les partis ne peuvent plus rien. Il n'y a qu'un parti qui croit en lui-même, a des forces qui dépassent lui-même, c'est le Parti communiste. Et il est bien atteint. Donc les partis mourront d'eux-mêmes. Mais s'il fallait des lois, voilà. Il faudrait supprimer cette loi, avec une bonne chambre, un bon moment, ça marcherait tout seul, la loi qui dit les partis concourent à l'expression... quel est le texte exact? Les partis concourent à l'expression de la volonté populaire. Eh bien, les partis ne doivent pas concourir à ça. Voilà. Il faudrait obtenir, leur enlever ça. Puis il faut leur couper les vivres, bien sûr. Oui, si ça dépend de moi, ça c'est... Comment? Les remplacer. Mais alors là, si je vous avais fait le topo interminable et nous en serions morts les uns et les autres, le parlant et les gens à qui ce serait adressé, eh bien, il y a un grand paragraphe sur cela. Nous avons beaucoup dit à l'Action française que l'opinion, il fallait supprimer les opinions. Les partis sont des régimes, c'est l'opinion, sont des systèmes d'opinion. Il fallait, voilà, remplacer le système d'opinion par des systèmes d'intérêt. Mais là, je crois, c'était vrai à un certain moment. Les systèmes d'intérêt dans les systèmes corporatistes et autres, ça n'a pas été bien brillant à l'étranger. C'était pas du tout le nazisme, le système salazarien ou le système mussolinien, c'était pas... Mais enfin, je crois que d'abord les gens sont très ignorants de leur propre intérêt, dès qu'on les organise, on les encadre, et qu'il y a ceux qui tirent les marrons du feu. Alors, les intérêts corporatifs ne vaudraient pas beaucoup mieux que les intérêts de parti. Il faudrait d'abord épurer les gens.
qu'il y ait un peu partout dans la nation des gens qui aient le sens de l'intérêt national et du rapport de l'intérêt national et de l'intérêt de leur métier. Les chambres de métier, ça peut exister, c'est très bien. Alors ça c'est possible en fonction de ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, l'opinion. C'est-à-dire, il est possible à un État un peu pédagogue, usant des moyens, au lieu de faire des âneries comme les sondages tous les jours, j'ai tort de parler des sondages, jamais personne n'est venu me sonder, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, qu'est-ce que je pourrais protester? Je vais leur faire un procès, pourquoi est-ce qu'ils ne me sondent pas? Hein? Pas juste ça. Bon, mais enfin il paraît qu'on sonde les gens. Ça se dit beaucoup et ça se fait beaucoup. Au lieu de ça, le pouvoir a des moyens d'informer. De même qu'il informe quand il y a un scandale pour les passages cloutés, il informe de la raison d'être des gens. Les gens perdent tellement de temps avec des âneries que grâce à la télévision et le reste, on pourrait très bien les informer sur ce qui les intéresse et sur ce que fait l'État. On pourrait très bien justifier. Alors à ce moment-là, l'État ne serait pas seul, vous voyez, et cette circulation d'opinion, comme dit Platon, c'est l'opinion avec le logos, l'opinion avec la raison de l'opinion, qui est une espèce de science, une espèce de savoir. Il pourrait y avoir des savoirs, il y en a déjà, il y a des gens qui savent dans un certain domaine beaucoup de choses, et les gens se mettraient à travailler, à réfléchir. Bien sûr, il faudrait que les gens travaillent, mais c'est comme pour les étudiants, ils ont envie de rien foutre dans leur chambre. Mais dès qu'on leur propose de quoi travailler, ils travaillent trop, parce qu'ils embêtent le professeur. Étant professeur émérite, je ne fais plus que ce que je veux, mais sans ça, je dois dire que si j'avais continué comme ça, on n'aurait plus une minute, parce que les gens aspirent à savoir les choses. Et on ne finit plus. Vous voyez? Donc, je crois avoir répondu à votre question, comment on remplacerait comme ça? Et puis, vous savez, la menace va se faire de plus en plus forte, les gens sentiront le besoin de se serrer et de s'informer et de préparer la défense. Préparer la défense sans devenir... Comment préparer la défense sans devenir un coquin? Voilà. Sans avoir honte de soi-même. Ça sera très difficile, de plus en plus. Car l'intérêt des autres, l'ennemi virtuel, quel qu'il soit, aussi bien le Khomeini que les autres, bon, l'ennemi virtuel est terroriste comme n'est pas terroriste, l'ennemi virtuel a intérêt à nous faire des bêtises. Une France qui aujourd'hui, qui a encore une puissance moyenne, qui peut être multipliée justement par quelque honneur et quelque bon sens. Une France qui ferait des bêtises, ça serait liquidé. Alors la France sera de plus en plus responsable, aura de plus en plus besoin de noyaux de réflexion et de gens qui ne supporteront pas certaines bêtises, qui réagiront contre ces bêtises. Ça obligera à être quelquefois désagréable avec des amis, mais tant pis. Je dis absurde maintenant, parce que ça fait... Alors que on a fait le contraire. Qui c'est on? Je ne sais plus ce que vous voulez dire. Ceux qui défilent dans la rue. Qui a fait le contraire? Non, il y a d'abord des gens qui ont défilé dans la rue avec effet. C'était l'histoire des... Je pensais à l'histoire des... Non, il y a quelque chose que j'appelle l'amalgame... Je vais vous expliquer ça. C'est pas compliqué. C'est clair. L'amalgame positif. Voilà. C'est ce qu'on appelle faire l'amalgame entre des idées ajustement. On a fait l'amalgame et on a... Bon. Mais j'appellerais amalgame positif une réaction comme celle qui s'est produite au moment de l'affaire des écoles libres, où des gens qui luttaient contre la drogue, sans être du tout chrétiens, sans avoir d'enfants à l'école chrétienne, ou des gens qui considéraient le tabac comme une saloperie, etc. Bon, les divers périls, les diverses saletés dont la France peut être menacée, eh bien, qui automatiquement réagissent quand un des points menace. Alors ça, c'est autre chose. C'est pas la manifestation dans la rue, la rhétorique en criant la France aux Français, ce qui ne mène à rien, ce qui ne sert à rien, qui a pu servir à certains moments. Oui, qui a fait ça. Mais l'Action française l'a fait à certains moments, avec les ligues. Mais ça a été un échec. Et quand elle l'a fait, c'était essayer de gagner du temps. Mais elle n'y croyait pas. Maurras n'a pas cru ce que vous comprenez? Maurras savait que ça allait rater. Est-ce que c'est bien la réponse à votre question? Que ah bah oui, mais il n'a pas cru s'il se fait voyer. Et d'ailleurs, il a été profondément dormir le matin. Il y a un texte d'Action française. Mais j'ai essayé d'expliquer ça, montrer pourquoi. Maurras, depuis la mort de Mangin, savait que la République ferait le mal qu'elle devait faire et qu'on n'arriverait pas à s'en tirer. Je suis persuadé, mais il sauvait pour l'avenir les choses. Oui. Alors, mon papa qui était allé là-bas avec son chapeau ballon, bourré de journaux, Oui. qui s'était tapé sur Et bien, puis après, il était ce que vous... de toute façon, Maurras, il ne serait pas allé.
Non. On peut très bien ne pas croire à l'efficacité révolutionnaire d'une mesure et penser qu'il faut qu'elle existe car il y aurait pire. Donc votre père n'a pas eu tort, le mien aussi. Le mien aussi a fait ça. Alors, je suis de famille d'action française comme vous. Non mais mon respect s'en fout. Mon respect... Non mais vous avez raison. Vous avez raison. Ça serait une possibilité. Ben, justement, des gens m'ont dit, quand je l'ai écrit dans mon Maurras, qu'après la mort de Mangin, Maurras il ne croyait pas à quoi? Il ne croyait pas qu'on pût réformer la République. Il ne croyait pas que ce Jean Foutre de la Roque, car je dois bien dire que c'était un Jean Foutre, n'est-ce pas, pourrait aider à sauver la patrie. Vous comprenez? Quand j'ai lu ça en 1934, maintenant il y a des tas de gens qui ont eu des parents croix de feu. Chez moi il n'y en avait pas, mais il y en avait souvent. On n'a rien contre les croix de feu, c'est de braves types. Et ils avaient raison, et nous pouvions en avoir chacun dans nos familles. Mais quand je pense à la phrase typique que j'avais lue de mes yeux dans le journal de la Roque, qui était, je peux encore la réciter par cœur. Nous sommes affublés, comme le fantassin de 1914 de son pantalon garance d'un lot d'institutions périmées, notre tempérament généreux s'y étiole. Bon, un type qui écrit un truc comme ça, hein, c'est fini. Hein. Ce qui fait qu'il y avait chez les croix de feu des lions conduits par des ânes, comme on l'a dit. Et je vous dis simplement que l'opération 6 février, que Maurras ne pouvait pas ne pas approuver, hein, n'était pas une chose à laquelle il croyait. Du tout. Il croyait plus, peut-être, si vous voulez, dans le comte de Paris venant le condamner en 1937, Dieu sait qu'elle faisait râler, hein, qu'aux manifestations qu'il avait lui-même organisées. Voilà. Parce qu'à sauver l'avenir, ça indiquait des choses possibles après. Et la monarchie a failli plusieurs fois se faire depuis ce moment-là. Et Maurras, qui jugeait sévèrement certaines choses qu'on pouvait dire le comte de Paris, était tout de même content que le prince agisse. Il l'a toujours dit d'ailleurs. On ne lui a pas tiré le moindre désir à je ne sais quel prétendant, espagnol ou n'importe où. Il a toujours été fidèle délibérément à la famille royale. Hein. Il n'a jamais hésité là-dessus. Et voir les chances qui ont été celles-là. C'est la monarchie. En 1900, j'étais à Alger, en 1942, ça a failli vraiment se faire. Vous savez comment ça a failli se faire? En vertu d'une loi républicaine imbécile qui s'appelait la loi Tréveneuc, d'après laquelle les conseils généraux d'Algérie, dans certains cas, pouvaient se substituer au pouvoir national. Et c'était fait. Monsieur Pose, dont vous connaissez l'existence, que j'ai vu à ce moment-là, appartenait à ce complot. Malheureusement, ce complot a été gâté par l'assassinat de Darlan. Sans ça, c'était... Et l'assassinat de Darlan aussi, ça aurait pu réussir de son côté, mais pas avec l'approbation du prince. On voit mal une monarchie, même un principat, se restaurant après un assassinat de cette espèce. Et donc il a été question de ça, il en a été question avec De Gaulle. Donc la monarchie, ce qui importait à Maurras, c'est que la monarchie devint actuelle. Vous voyez, ce que votre père, avec son chapeau et tout ce que les journaux et tout le bazar, le chapeau melon, étant donné que sous ce chapeau melon, il y avait une cervelle, comme on dit, bien que je ne pense pas que ce soit avec la cervelle que l'on pense, eh bien votre père devait être heureux, a été heureux de ce que la monarchie devint une chose actuelle et raisonnable. Possible, voilà. Excusez-moi. Non, pourquoi pas? Parce que l'objection, je me l'ai été faite aussi, alors. Mais faites-moi quelques-unes que je ne me suis pas faites. Il dit quelque chose. Le 6 février, Daladier était menacé de partir parce qu'il n'y a pas les voleurs. Et le maréchal Lyoté, à la tête a dit à Daladier, ne partez pas, demain, c'est nous qui prenons le pouvoir. Oui. Il a fallu à ce moment-là, il y avait 40 de pouvoir. Il a fallu à ce moment-là, comme Paul Reynaud, son rat, Visqueux, disait Léon Daudet en plus. Le rat visqueux de Mexico. C'est non, ça me rappelle le vieux temps, ça. Oui. pour faire venir Doumergue pendant un an, et Oui, c'est oui. là que dans Je me souviens. le 6 février, on pouvait avoir le roi, s'il n'y avait pas eu Paul Reynaud, Oui. qui a été suivi par Doumergue. Moi, je crois pas que s'il n'y avait pas eu Paul Reynaud, il y en aurait eu un autre. Le rat visqueux a été pour beaucoup là-dedans. Rien n'était prêt. Non, mais c'est une question très intéressante. Mais rien n'était prêt pour faire la monarchie. Autre question? Monsieur? Vous venez de dire en ensemble de dénoncer un principe particulier, on ne peut pas fonder un rétablissement sur un assassinat. Or, si l'on joint les deux, l'hérédité et l'assassinat, qu'est-ce qu'on a? Le prétendant actuel et ses descendants directs de l'assassin de Rousseff. Non, mais cette histoire de... Mais je veux bien vous répondre, c'est pas limpide du tout. C'est pas limpide du tout, parce que d'abord le régicide, le vote, la mort du roi,
est un crime. Il y a eu d'autres fautes d'ailleurs dans l'histoire de la Maison de France, vous savez, il y en a eu d'autres de tous les côtés. Mais ça n'ôte pas fondé. Les actes sont personnels quand même dans la monarchie. Il n'y a pas, ni les mérites de tous les rois ne viennent sur tous les rois, ni les crimes de tous les rois ne viennent sur chaque roi, bon sang de bois. C'est absolument impossible, ça. Mais non, mais pas du tout. Le principe de l'hérédité n'a jamais été un principe biologique, sauf pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, ni que l'hérédité, ni que la biologie. C'est une foutaise, ça. Il n'y a pas de sang bleu. Il n'y a pas de principe d'hérédité au sens biologique. C'est des blagues. Il y a principe de l'hérédité parce qu'il faut qu'il y en ait un. Il faut qu'il y ait un type qui succède, et il faut qu'il y en ait un. C'est un principe, je vous l'ai dit au début, qui est du type mathématique, qui est du type logique, qui est du type apodictique. Mais personne jamais n'a songé, à propos de l'hérédité, à ce que comme si on ne croit plus maintenant, il n'y a pas dans le sang, il n'y a pas dans le sang de petits bonshommes qui représentent, il n'y a pas d'homoncule, n'est-ce pas, comme disait... Comment? Eh bien alors, l'hérédité, mais il n'y a pas d'hérédité historique, il y a succession historique. Quand vous dites hérédité, il y a succession historique et la succession, c'est très différent. La succession se fonde sur une règle d'hérédité. Et ça s'appelle la légitimité. Non, mais alors vous dites, bon, allez, c'est trop facile, vous me dites des choses qui sont fausses complètement, je vous réponds, vous me dites, bon, allons. C'est facile, c'est gentil, mais moi je vous dis non, n'allons pas, n'allons pas. Sur ce point-là, moi je permets tout ce que vous voulez. Parce que nous sommes au croisement de deux séries, non pas causales, mais de séries conditionnelles. D'une part, il s'agit de la continuité historique, et je pense que c'est dans ce sens-là que nous principe de la succession, donc de la légitimité dynastique. Et d'autre part, nous sommes aussi dans la perspective de il y a trop longtemps que la monarchie a été abolie, qu'on puisse la considérer comme devant être rétablie du jour au lendemain. Ah oui, mais si on a dit ça. C'est le principe même de la monarchie. Et à ce moment-là, il faut bien prendre tout en compte, à savoir la légitimité même. Qu'est-ce que c'est que la légitimité? Doit-elle se réduire à la légitimité dynastique? Oui, écoutez, je connais ça, nous en aurons pour des heures, mais je ne veux pas arrêter la discussion, je vais vous dire simplement ceci. C'est que nous sommes un pays trop vieux, à ce point de vue-là, et trop usé, en un sens, pour qu'une dynastie soit fondée. Beaucoup de gens y ont pensé, Maurras lui-même. Si Napoléon n'avait pas été ce qu'il a été, on peut imaginer que ça réussisse. Ça ne marchait pas pour une raison qui a été donnée. J'ai relu ces jours-ci un livre qui m'avait tellement plu, j'avais rien compris quand j'étais petit, parce que j'étais vraiment trop petit quand je le lisais, c'est le Lys rouge d'Anatole France. Et on voit De Chartres, qui est le héros, qui dit à un moment, qui explique tout, voilà, il dit que Napoléon, la révolution beauté. Voilà, il y avait en Napoléon un principe, une idéologie qui lui empêchait de fonder une dynastie viable. Ce qu'il allait faire, justement, la tradition qu'il apportait est une tradition révolutionnaire. Ça m'intéresse beaucoup la question. Oui. Non, bah ça pouvait peut-être recouper. Bon, alors, la création, fonder une dynastie aujourd'hui, bon, bah De Gaulle ne l'a pas fait. Vous comprenez, De Gaulle ne pouvait pas, parce que Sosthène est très gentil, il est très bien, mais ça ne pouvait pas marcher, il n'aurait pas aimé d'ailleurs. Je suis sûr qu'il n'aurait pas aimé. De Gaulle était tel qu'il voulait à la fois le passé et l'avenir. Vous sentez bien que quelqu'un qui voudrait fonder une dynastie aurait envie de réconcilier sa joie de l'avenir et en même temps toutes les réalités du passé. De Gaulle voulait n'avoir pas de prédécesseurs dans les fonctions qu'il avait, mais il acceptait d'avoir des jointures symboliques avec la tradition française. Et du coup, de renouer quelque chose, d'être celui ou d'être celui, Circé, tenez, voilà, c'est une vieille magicienne, De Gaulle, à ce point de vue-là. Bon, une vieille femme un peu magicienne, et il faisait quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire à sa place. Il faut dire que c'était assez réussi dans son sens. C'était pas mal comme idée. Et rétablir une ancienne dynastie vaut mieux qu'en créer une nouvelle, parce que c'est montrer, c'est le contraire de la tyrannie. Vous comprenez? Les dynasties de tyrans, on ne peut pas imaginer un pouvoir millénaire qui serait tyrannique. Il y a, ça se sent, ça c'est une question de le mode, attendez, une réponse par allégorie, vous êtes assez astucieux pour voir ça. Tout simplement, vous savez l'histoire, c'est les armes de qui? C'est pas d'Achille, ce sont des armes qui pouvaient guérir les blessures qu'elles faisaient, les blessures ne pouvaient être guéries que par leur rouille, voilà.
les blessures qui seraient faites à l'histoire ne pourraient être guéries que par la rouille d'un pouvoir très ancien. Le pouvoir qui peut être fort et unique, hein, et en même temps avoir la rouille du temps qui fait une part de sa légitimité. Et quelque chose qui libère de ce qu'on appelle ambition. Toute dynastie nouvelle ne m'intéresse pas. Maintenant, vous savez, si quelqu'un sauve la patrie à un moment effroyable, l'assentiment de tout le monde, y compris du pape, eh bien, route. Je ne le vois pas. C'est pas dans mon horizon. J'aime mieux raisonner sur ce que j'ai. Comment? Non, mais je ne pense pas du tout que vous l'attaquiez. Elle est nécessaire, mais non suffisante. J'ai passé mon temps à dire ça, à dire qu'il fallait qu'il fût le prince chrétien. À ce moment-là, il est inutile de te produire, ou bien peut-être qu'il va répondre la condamnation, ou bien la monarchie porte en elle-même sa propre vertu. Et à ce moment-là, il n'est pas besoin de s'interroger sur la formation du prince, sur l'influence de la formation. Mais là, vous êtes bon historien, et comme vous êtes mauvais théologien, comme si la prédestination empêchait la liberté. Mais j'ai entendu ce que vous avez dit, ça ne va pas du tout. Ou bien elle dépend de détermination extérieure, et à ce moment-là, ça va bien au-delà que la simple désignation successorale parce que le prince Jean a été désigné par son grand-père. Qu'est-ce que vous appelez détermination extérieure? La providence ajoute, la providence complète, la providence consacre, mais la providence n'invente pas, elle ne prétend pas inventer. Vous êtes comme les gens qui disent que la prédestination serait contraire à la liberté. La liberté est prédestinée. Les choses que nous pouvons faire, c'est compris dans cette prédestination. Enfin, on ne va pas nous engager dans la théologie, ça on en sortirait plus ce soir. Bon, il n'y a pas d'autres questions? Moi, je vous demande pardon d'avoir été long, mais... Et je ne veux pas vous faire garder la retard. Moi, je vous remercie très profondément de votre patience. Nous allons, vous pour aller prendre le buffet, Tiens, ça c'est pour vous.